C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 7e épisode du balado Une invention sans avenir, l'émission qui parle de cinéma avec un regard très politique. Je suis Raphaël et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce nouvel épisode. Alors vous avez remarqué peut-être qu'il y a un petit changement par rapport à d'habitude. Vous n'avez pas entendu la douce voix de mon collègue Robin, mon camarade habituel de cette émission. Robin qui a dû annuler en dernière minute pour aller s'occuper de ses enfants. Et oui, c'est ça la vie de papa, alors rassurez-vous, tout va bien. Il devrait revenir avec nous bientôt. Mais voilà, il a pas pu être là et je pense qu'il en est bien déçu. Donc je vous invite à lui envoyer plein de cœurs sur nos réseaux sociaux. Alors moi, j'ai pas d'enfants et mes enfants c'est vous tous, vous toutes. Alors je reste là pour m'occuper de vous. Et justement, transition enfant, désolé d'avance. Aujourd'hui, on va parler dans cette émission de vieux moustachus qui tiennent des jeunes enfants dans les bras, le regard tourné vers l'avenir. Bref, vous l'avez compris, on va parler des dictateurs. On va parler de comment le cinéma se fait dans l'ombre de la dictature. Alors, on a beaucoup entendu parler de dictature récemment, mais en général, c'était plutôt d'une manière un peu détournée et un peu malsaine, comme dans l'expression dictature sanitaire, qu'on entend de plus en plus sur nos réseaux sociaux. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les vraies dictatures. Et quand je dis vraie dictature, je vous donne la définition officielle, celle d'un philosophe célèbre qu'on aime bien citer dans l'émission. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble. Vous aurez reconnu, j'imagine, mes invités. Vous avez reconnu la citation ou pas ? Complètement. Bah oui, si on suit l'émission assidûment. Voilà, OSS 117, évidemment, pour celles et ceux qui n'étaient pas attentifs, c'est le même que notre sample d'introduction. Alors bon, justement, c'est l'hiver, il fait froid, donc moi personnellement, je mets des chapeaux et des chaussures à fermeture éclair, donc on peut dire qu'on est en dictature officiellement en France en 2021. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier. J'arrête mes conneries tout de suite et je vous présente dès maintenant mes deux invités pour cet épisode, et je suis extrêmement content qu'ils soient là parce que ce sont deux nouvelles voix. La première invitée, elle a le nom de l'homme qui représente l'impérialisme militaire des États-Unis, avec son chapeau à étoiles et son doigt tendu vers nous, I want you for US Army, et pourtant elle ne bosse pas pour la propagande américaine, loin de là. Elle est vidéaste, passionnée de cinéma et de sciences sociales. Elle a gagné récemment le prix Elles font YouTube au festival Frames à Avignon, une grande fierté j'imagine, et ça fait un moment qu'on avait envie de faire une émission ensemble. Elle anime la chaîne Vidéodrome. J'ai le plaisir d'accueillir Sam Cocaille. Salut Sam. Salut. Je suis très contente d'être là parce que ça fait un bon moment quand même que je suis toutes les émissions, donc je suis super contente de pouvoir y participer. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle en plus, donc c'est top. Merci beaucoup. J'ai pas dit de bêtises, c'est bon sur ton CV là. C'est parfait. c'est exactement ça. Ok, très bien. D'ailleurs, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Sam ? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film que j'aime beaucoup, qui est même un film en 3 parties, de presque 4 heures ou même plus, je ne sais plus, qui s'appelle La bataille du Chili. Et qui se passe donc au Chili. Voilà, exactement. Film de Patricio Guzman. Du coup, on va parler donc de dictature, évidemment, dictature chilienne. Voilà, avec ce film qui est un documentaire. J'ai très hâte d'entendre ça. D'ailleurs, il y a une actu importante qui vient de tomber par rapport au Chili, si je ne m'abuse. Exactement. Tu peux nous en dire 2 mots ? Aujourd'hui, c'est une journée historique, donc nous sommes le 8 décembre 2021. Et aujourd'hui, c'est pour la première fois, le Congrès a fait passer... Alors, la loi n'est pas encore passée officiellement, mais le Congrès a accepté le mariage pour tous. Donc, le mariage homosexuel au Chili, qui est une lutte qui a déjà de nombreuses années, il y avait eu un premier pas en 2017, mais là, ça y est, on est sur la bonne voie. En principe, la loi devrait passer. Il n'y a plus vraiment de raison que ça ne passe pas. Donc, il y aura le mariage pour tous au Chili, enfin. C'est voilà. ça. Ouais, c'est quand même plus sympa que la fête des Lumières.
C'est plus sympa que la fête des Lumières. Mais après, le Chili n'a toujours pas l'avortement gratuit pour tout le monde, mais c'est quand même déjà un grand pas. C'est ça, mais bon, c'est vrai que vu la vivacité et l'enthousiasme qu'il y a justement en termes de lutte féministe au Chili ces dernières années, on a bon espoir que ça finisse par arriver. Donc voilà, en tout cas, depuis le jour où on a enregistré, ça fait donc une semaine que cette info existe et on espère voilà que ça va aller dans le bon sens dans ce pays. Alors le deuxième invité, il est lyonnais puisqu'il a parlé de la fête des Lumières. Il a le nom, lui, d'un empereur romain et pourtant il n'aime pas tellement les figures de pouvoir. Il serait plutôt du côté du peuple s'il fallait voilà le ranger dans une case. Il enseigne le cinéma, il fait de la recherche, il est chercheur à Paris 3 et à la Fondation Balzan. Ces dernières années, il s'est beaucoup demandé comment le cinéma pouvait aider à faire la révolution. Rien que ça, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Aurel. Salut Aurel. Salut Raph, salut à tous et à toutes. Merci pour cette belle intro. Je tiens à préciser quand même que l'empereur en question était aussi philosophe. Oui, c'est Ça pas le pire empereur non plus, hein, voilà. C'est pas comme si tu t'appelais Bokassa par exemple ou Néron par exemple, bref. Voilà. Aurel, de quoi tu nous parles aujourd'hui pour ce spécial dictature? Alors, je vais m'intéresser aux 3 premiers films de Fernando Arrabal qui sont réalisés entre 71 et 75. 3 films qui sont un peu une sorte de trilogie non officielle où le souvenir de la guerre civile espagnole et la critique du régime et de la répression franquiste occupent une place très importante. Parce qu'au fond, on a tendance, en tant qu'Européens bien sous tout rapport, de considérer que la dictature, c'est des choses qui ont lieu très loin de chez nous, au Chili, ou en Corée du Nord, par exemple, exemple pris totalement au hasard. Totalement au hasard. Et on oublie que dans les années 70, au milieu des années 70, quand il y avait les 30 glorieuses ou les miracles économiques de nos démocraties libérales, eh bien, un certain Francisco Franco tenait toujours les rênes de l'État espagnol d'une manière pas très démocratique. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, ouais. Et alors, t'as mentionné la Corée du Nord, c'est pas tout à fait anodin, c'est parce que, de mon côté, je vous proposerai aussi une petite chronique en fin d'émission sur la Corée du Nord. J'ai fait un espèce de crash test. J'ai regardé un des seuls films nord-coréens qui soit traduit et distribué à l'international dans les 20 dernières années, et je vous ferai un espèce de petit retour d'expérience sur ce que ça m'a fait de voir ça avec mon regard de spectateur occidental. Donc, une chronique un petit peu plus expérimentale que d'habitude, mais voilà, on va se balader un petit peu dans cette émission entre le Chili et l'Espagne des années 70 et puis le présent des dictatures, en l'occurrence la Corée du Nord, qui squatte quand même bien le top 1 dans l'imaginaire de ce que c'est qu'une dictature actuellement, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, un peu trop peut-être. Peut-être un peu trop, on en parlera ensemble. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, une petite question de lancement. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment tous les deux? Est-ce que vous avez vu des trucs bien au cinéma ou pas au cinéma? Et est-ce que vous avez 2-3 choses à conseiller dans l'actualité à nos auditeurs et nos auditrices? Alors, mes rencontres avec le cinéma actuel se font vraiment de plus en plus rares et dernièrement elles n'ont pas été très concluantes. Du coup, ce que je préfère faire en ce moment, c'est me faire des vraies rétrospectives de cinéastes plus ou moins anciens. En ce moment, je suis sur un Canadien qui s'appelle David Cronenberg. Ah, génial. Et donc bon, il y a peu de déchets, hein, franchement, dans toute l'œuvre. Et parmi certains que j'avais encore pas vus, j'ai regardé Faux Semblant, ah oui, qui s'appelle magnifique. Dead Ringers en version originale. Et franchement, je crois que ça reste c'est mon nouveau film préféré de Cronenberg. Il est magnifique, ouais. Moi, j'avais été très marquée quand je l'avais vu. Je l'ai vu qu'une fois, mais je m'en rappelle encore très bien et ça avait été vraiment hyper impactant comme film. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un super beau film sur l'identité sexuelle, l'identité tout court. Il y a vraiment beaucoup de choses super intéressantes. Bah toi, ça te parle, Sam, non? Parce que le nom de ta chaîne est quand même tiré d'un film de Cronenberg, hein, Vidéodrome. Exactement. Qui est pas le pire moi, en plus, j'aime beaucoup Cronenberg. Bah, voilà, j'ai pas choisi le nom de ma chaîne par hasard. Et c'est vrai que je pense pas avoir vu toute sa filmographie, mais je pense que j'ai quand même bien fouillé. Et c'est vrai que Faux Semblant, c'est clairement un des meilleurs dans les films récents qu'il a fait. C'est quand même c'est une claque, quoi. C'est vrai que on l'oublie pas facilement. Ouais, moi j'ai revu Existence il y a pas longtemps aussi. J'ai trouvé ça super cool. Ouais. Ouais. Ah ouais. Vraiment, une DA de folie. Et toi alors, Sam, qu'est-ce que tu nous conseilles en ce moment? Alors moi c'est pareil, c'est vrai que malheureusement je suis pas tellement dans l'actualité, mais en ce moment justement avec la chaîne, on travaille avec Clémentine que vous avez reçue dans cette émission. Mais oui. Du coup de la chaîne Cinéma et Politique, et on travaille sur une vidéo qui parlera des documentaires qui parlent du travail justement.
Sujet Et hyper du actuel, coup, hyper intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Alors c'est très déprimant, hein. C'est un peu comme le cinéma en dictature. J'avoue qu'en ce moment, je regarde que des films pas très joyeux. Du coup, c'est vrai que j'en ai vu pas mal et il y en a certains que j'ai revus, que je peux vous conseiller parce que je trouve qu'ils étaient vraiment très très bons. Donc du coup, c'est des documentaires qui parlent de travail et là, ce serait plutôt le travail extrême, on va dire. Il y a par exemple Léviathan, qui je crois est un film français d'ailleurs. Et qui est sorti en 2012 et qui en fait c'est un documentaire sans voix off, donc pareil, ça peut paraître très ennuyeux mais ça l'est pas du tout. Ah oui, ça l'est pas du tout. Ils ont placé des caméras en fait sur tout le bateau des pêcheurs et bon, il y a un côté très cru, très gore, on voit toutes les viscères des poissons, les travailleurs qui sont là en train d'en chier toute la journée, enfin c'est absolument horrible, hein, faut dire ce qui est, mais en même temps c'est passionnant à voir. On vous connaît toutes les deux, Clémentine et toi, on est sûr que vous arriverez ça à rendre passionnant. Donc vraiment, soyez à l'affût de leurs deux chaînes YouTube. A priori, ça devrait arriver bientôt. Bon, et ben moi, vous faites des rétrospectives de trucs thématiques. Moi, c'est vrai que je suis pas beaucoup allé au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'était le dernier Duel de Ridley Scott, que j'ai trouvé vraiment très bien. On en a parlé un petit peu sur Twitter, d'ailleurs, sur le compte de l'émission. N'hésitez pas à aller voir ça. Puis sinon, voilà, je me préserve pour Matrix 4 qui sort le 22 décembre. J'ai très hâte. En attendant, je regarde que des trucs un peu nazes. J'ai fait une rétrospective 50 Shades of Grey récemment. C'était terrible. Et je regarde Hawkeye de Marvel, mais alors vraiment c'est pas très bien quoi. Donc voilà, j'ai hâte que ressortent des trucs un peu cool et j'ai beaucoup d'espoir en Lana Wachowski, donc voilà, ça à suivre. Merci à tous les deux pour avoir partagé vos découvertes historiques. On va avancer sans plus tarder vers la première chronique de cette émission. Et donc, c'est Sam qui va nous parler de la bataille du Chili. Pour nous dire un petit peu comment ce film est devenu emblématique d'un cinéma documentaire qui va lutter contre la dictature et en même temps peut-être aussi montrer comment la dictature advient, puisque c'est dans un contexte très particulier. Je te laisse la parole. Alors oui, donc La bataille du Chili, c'est une trilogie documentaire qui a été réalisée par le cinéaste chilien Patricio Guzmán entre 1975 et 1979. Et c'est une œuvre d'une immense valeur historique, puisqu'elle dresse le portrait des mouvements sociaux et politiques du pays à un tournant vraiment majeur de l'histoire de ce pays. Donc, bon, je vais devoir vous faire une rapide mise en contexte de l'époque. Le Chili, c'est un pays d'Amérique latine qui va devenir en 1970 le tout premier pays au monde à élire démocratiquement un socialiste. Donc, ce sera le président Salvador Allende. Il va gouverner durant 3 ans et engager donc de nombreuses réformes axées à gauche, donc ce qui ne va pas du tout plaire évidemment aux élites du pays et aux États-Unis qui vont asphyxier le pays. Donc qui vont exercer un boycott extrêmement fort qui va faire en sorte que le pays va manquer de beaucoup de produits de première nécessité. Donc la bourgeoisie chilienne va tout faire pour reprendre le pouvoir et donc en 1973, ils vont soutenir le général Augusto Pinochet qui va prendre la tête du pays lors d'un coup d'État sanglant. Donc le palais présidentiel est bombardé, toutes les œuvres de gauche sont détruites, et les militaires massacrent toutes les personnes qui pourraient être hostiles au nouveau régime. Donc s'installe une des dictatures les plus marquantes de l'histoire, qui va durer 17 ans, donc de 1973 à 1990, et dont les Chiliens subissent encore les conséquences aujourd'hui. Par exemple, la constitution est en train de se changer, mais on était encore sous la constitution, enfin le Chili était encore sous la constitution de Pinochet, voilà, jusqu'à cette année. Donc oui, alors que ça fait 30 ans qu'il est parti, quoi. Oui. Et il y a encore sa marque. Ouais. Exactement. Non, il y a eu des gros mouvements en 2019 pour changer ça, mais le pays vit encore sous la constitution de Pinochet. Donc une constitution. Les dictateurs restent dans les constitutions. C'est ah fou. Oui. C'est fou, hein. Et du coup, tu veux dire que les mouvements actuels essayent de cancel Pinochet et l'héritage de Pinochet dans la loi, c'est ça? Mais exactement. C'est la cancel culture des dictateurs. Mais non, c'est vrai que tout est encore dans le pays, encore aujourd'hui, hein, tout est encore sous la marque de Pinochet. Et en fait, déjà le Chili et Pinochet, en gros, c'est un modèle néolibéral. Donc c'est-à-dire que la dictature, en fait, c'était un modèle néolibéral d'une très grande injustice, hein, qui a été imposée à tout le pays. Donc absolument tout a été privatisé.
Et en gros, le Chili, on l'appelait le laboratoire du néolibéralisme. C'est quelque chose qui a été un peu, d'ailleurs, fait par même un peu beaucoup. C'est les États-Uniens qui ont imposé ça avec ce qu'on appelait les Chicago Boys, etc. Donc c'est vraiment, il y avait la CIA qui est intervenue aussi dans le coup d'État. Enfin bref, c'est une très longue histoire, mais disons que voilà, c'est devenu vraiment le pays néolibéral par excellence. Oui, c'était pas juste des exécutions d'opposants et des emprisonnements abusif, quoi. On parle d'un pays qui marche main dans la main avec le capitalisme aussi et d'une violence qui est capitaliste dans son essence. Ah bah totalement, oui. Du coup, pour revenir à la dictature, donc il y a eu des milliers de Chiliennes et de Chiliens qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés ou tués, et absolument toutes les idées de l'opposition ont été censurées, et donc une immense partie du cinéma chilien a été détruite. Il y a très peu d'archives aujourd'hui du cinéma chilien d'avant les années 70, parce que très souvent le cinéma était plutôt de gauche, et du coup, voilà, ça a été complètement détruit, donc c'est assez dramatique. Cette dictature, elle a tellement marqué l'histoire que la bataille du Chili, c'est rapidement devenu une archive historique très précieuse. C'est un document qui a su saisir l'ébullition de la vie politique juste avant le coup d'État. Donc le film, en fait, c'est un témoignage des derniers mois juste avant la chute d'Allende, donc en 1973. Et à ce moment-là, donc les États-Unis, donc comme je vous le disais, font un boycott très très fort, donc tellement fort que pour le pays, il est très difficile d'avoir des pellicules vierges. Et ça va être le réalisateur français Chris Marker. Voilà, je sais pas si ça vous parle, il est assez connu, mais c'est pareil, il est pas forcément connu dans le grand public, mais... Ouais, c'est un cinéaste super intéressant, Chris Marker. Toujours dans les bons coups, visiblement. Oui, c'est déjà lui qui avait envoyé du matériel pour filmer aux ouvriers à Besançon après mai 68, pour qu'ils puissent se saisir de l'outil cinématographique. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il a envoyé des pellicules vierges, du coup, à Patricio Guzman, et c'est un peu, entre guillemets, grâce à Chris Marker aussi, qui a pu y avoir, du coup, toutes ces archives, parce qu'ils n'avaient pas accès à ça, en fait. Ce qui est intéressant en fait quand on parle de la bataille du Chili et de filmer pendant une dictature, c'est que toute l'équipe du film, elle a été impactée par le coup d'État. Ils étaient tous engagés à gauche et donc ils sont devenus des opposants au régime du jour au lendemain et ils en ont tous souffert les conséquences. Donc le monteur, le preneur de son, l'assistant du réalisateur et un producteur ont dû s'exiler, fuir le pays voilà dans la précipitation. Et donc le réalisateur Patricio Guzman, il a été attrapé et il a été emprisonné pendant 15 jours dans le Stade National. Donc le Stade National de Santiago, en fait, c'était devenu en fait un camp de concentration, un camp où étaient amenés tous les prisonniers politiques, où ils étaient torturés, tués ou gardés, disons. Voilà, donc il y a été pendant 15 jours, mais il a pu partir, il a été finalement libéré, mais il a été condamné à l'exil. Donc il a dû partir. Et avec de l'aide, il va réussir à emmener avec lui les précieuses images tournées de la bataille du Chili. Donc le matériel, il va être envoyé clandestinement par bateau jusqu'à Cuba. Donc Cuba qui était un allié du Chili socialiste, disons. Et donc c'est à Cuba en fait que le film sera monté. Et il y a quelque chose aussi de très marquant par rapport à ce film, c'est qu'en 1974, le caméraman principal du film, donc Jorge Müller, a été attrapé par la police de la dictature, la DINA, et il n'en reviendra jamais, et il fait partie des milliers de victimes dont on n'a jamais retrouvé le corps. S'accompagne aussi d'ailleurs la cinéaste Carmen Bueno Cifuentes, elle sera aussi tuée à ce moment-là. Donc ça c'est vraiment un événement marquant pour le cinéma chilien. Donc officiellement il fait partie des disparus, c'est ça, de la dictature chilienne? Exactement. Ouais. Et c'est vrai que le cinéma chilien d'ailleurs le 29 novembre c'est le jour national du cinéma au Chili parce que c'est la date où il a été attrapé avec du coup sa compagne et du coup voilà les deux cinéastes disons c'était un peu un symbole quoi. Bon, bah alors du coup, de quoi parle la bataille du Chili? Donc le documentaire, il dure environ 4h20. Il est divisé en 3 parties. Donc la première partie s'appelle l'insurrection de la bourgeoisie. Elle montre que la droite, en lien avec les militaires, s'organise en 1973, après avoir constaté que Salvador Allende mettait en place de grandes transformations sociales. Et surtout, elle montre comment la droite décide que le système démocratique ne fonctionne plus pour elle et qu'il faut mettre en place un coup d'État. La seconde partie s'appelle justement le coup d'État militaire et elle va illustrer les grands désaccords politiques qui divisent le pays quelques mois avant l'arrivée de Pinochet.
Donc les fortes confrontations entre la gauche et la droite dans les institutions ou dans la rue, on a énormément, donc toutes ces images-là ont été filmées et sont hyper importantes quoi quand on sait la suite de l'histoire du Chili. Et enfin la dernière partie donc s'appelle le pouvoir populaire et elle met en lumière les initiatives populaires et les modes d'organisation collective pour sortir le pays de la crise et pour soutenir le gouvernement socialiste. Donc l'équipe de la bataille du Chili a filmé durant 4 ans, puis monté durant 6 ans, caché à Cuba, comme je vous le racontais. Donc ce sont des heures et des heures de reportages, des manifestations, des débats, des négociations syndicales, des scènes du quotidien, d'autres archives, dont la terrible scène qui est devenue très célèbre, très historique, la scène du bombardement, le bombardement de la Moneda, qui est le palais, un peu comme l'Élysée chez nous, c'est là où était Salvador Allende. Voilà, c'est vraiment des images qui font partie de la mémoire collective. Et si je ne m'abuse, dans le film, en plus, on voit les images qui sont filmées depuis chez eux au début, parce qu'ils apprennent qu'il y a le bombardement, ils commencent à tourner juste en filmant la rue et les bruits qu'on entend de loin. Alors le film, effectivement, le film s'est arrêté, c'est assez symbolique, le film s'est arrêté ils ont arrêté de filmer le 11 septembre 1973, qui est effectivement le jour du coup d'État, du moins à Santiago du Chili, disons le jour le plus symbolique. Après, il y a aussi, il y a beaucoup d'images qui sont montrées dans le film, qui sont plutôt des images d'archives qui étaient tournées par un caméraman de télévision en hélicoptère. Enfin, c'est moi qui dis en hélicoptère, c'est juste qu'elles sont tournées en hauteur. Oui, en fait, on n'est pas sûr. J'imagine bien qu'il n'était pas suspendu à un fil depuis un nuage, mais oui, si ça se trouve, c'était une mini combinaison de combat volante, hein, on sait pas. Exactement. Mais du coup, c'est voilà, les images, disons, qui sont un peu dans la mémoire collective, qu'on revoit souvent, elles ont pas été tournées par Patricio Guzman, elles ont été tournées du coup par ce caméraman de télévision, mais qui est un peu venu aussi par hasard. Hein. Lui, on lui avait pas dit de venir filmer à ce moment-là. Ouais. Et au moment de la dictature, beaucoup de cinéastes sont partis du coup en exil. Et dans leur exil, ils ont tous été très actifs. Donc on parle même d'un nouveau courant cinématographique. Donc le cinéma chilien de l'exil, qui va parler de socialisme, du coup d'État et beaucoup de lutte des classes. Et donc du coup, c'est qu'en 1997 que le film La bataille du Chili va être projeté pour la toute première fois au Chili. Waouh. Et donc ce n'est que cette année-là, en 2021, que le film est passé à la télévision en entier, qu'il a été projeté en entier à la télévision. Voilà, il aura fallu attendre toutes ces années pour enfin que le film soit autorisé à être montré. Quasiment 50 ans, donc. Voilà. Ouais. À la fois, donc, le film témoigne vraiment d'une époque hyper importante et qui montre aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que sans le vouloir, parce qu'ils pensaient pas non plus qu'il y aurait un coup d'État, hein, mais sans le vouloir, ils ont réussi quand même à témoigner de ce qui se passe juste avant l'arrivée d'une forme de fascisme, de néolibéralisme, de dictature militaire extrêmement violente. Donc sans le vouloir, on voit aussi les prémices de comment tout ça se met en place, comment la bourgeoisie s'inquiète, comment les classes populaires s'organisent et comment finalement enfin voilà, c'est vrai que c'est assez fou. Et effectivement, toute la partie qui suit le tournage, donc la partie montage, etc., tout ça a été fait dans la clandestinité. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et tu sais pas si ça a pu être montré, mais justement clandestinement à l'époque. On a des informations là-dessus, parce que je pense par exemple à ce qu'avait fait Solanas en Argentine avec L'heure des brasiers, où finalement le film était interdit, mais en même temps il passait en sous-main dans des petits ciné-clubs, dans des petites réunions militantes ou syndicales. Est-ce que là il n'y a pas pu avoir de ce genre d'événements aussi à côté? Alors, de ce que je sais que le cinéma chilien pendant la dictature, c'était effectivement comme pendant la dictature argentine. Il y avait effectivement dans des caves, etc. Il y avait certains films projetés qui normalement, parce que voilà, il y a eu vraiment une grosse destruction du cinéma chilien par la police de Pinochet. Et donc il y avait effectivement des projections clandestines et il y a eu beaucoup de films effectivement sous le manteau, etc. Alors après, pour La bataille du Chili en particulier, comme voilà, ça a été des petits morceaux de films à droite à gauche pendant des années et que ça a mis des années à se mettre en place comme un film complet, je ne sais pas, je pense que certaines personnes ont peut-être pu l'avoir et le montrer, mais en tout cas, j'ai rien lu là-dessus pour l'instant. Ouais, ils le crient pas sur tous les toits, en tout cas, ceux qui l'ont réussi. Exactement. Mais il y avait d'autres films tout aussi révolutionnaires, enfin voire plus révolutionnaires, qui ont pu être montrés, mais pareil de façon vraiment clandestine et voilà, avec beaucoup de risques.
Tu connaissais ce film, toi, Aurel? Tu l'as vu ou t'en as vu des morceaux? J'en ai quand même quelques souvenirs d'images très très fortes, et enfin, ce que je trouve très fort avec ce film-là et avec l'expérience chilienne en général, c'est que c'est quelque chose qui pourrait nous être, enfin, franchement très utile actuellement. Il y a des très beaux passages là-dessus dans le dernier Lordon, je sais pas si vous l'avez vu, qui est assez inégal, mais il y a des trucs assez intéressants là-dessus. Ah, il parle du Chili parce que le Chili, enfin, ce qui est terrible, c'est que c'est une dictature qui arrive sur la tête des gens, alors que le socialisme mis en place par Allende, c'est un socialisme qui a décidé de jouer le jeu de la démocratie bourgeoise, vraiment de passer par les voies démocratiques comme elles doivent être, et qui se retrouve complètement détruit par le soutien d'une démocratie qui serait les États-Unis et plein de choses comme ça. Donc c'est une expérience très récente finalement par rapport à d'autres expériences que serait genre je sais pas, la Russie 1917 ou Paris 1871, et du coup plus proche des formes de société qu'on pourrait avoir, et plus forme des expériences qu'on pourrait avoir nous. Beaucoup plus inspirante, beaucoup plus proche de nous. Exactement, ouais. Donc je suis très ravi d'entendre parler de ce film plus en détail. Ouais. C'est totalement vrai, c'est que c'est la cruauté de la chose. Bon, toutes les dictatures sont très cruelles, mais là pour le coup, le peuple avait vraiment choisi démocratiquement, alors qu'il y a eu beaucoup. Allende, il a pas été choisi avec facilité. Il y a eu énormément de propagande contre lui. Ça a été extrêmement difficile de le mettre au pouvoir, et c'était pas non plus la gauche extrême, hein, Allende, c'était quand même ça restait une vraie gauche avec des vraies réformes, vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'expropriation d'entreprises, etc., beaucoup de choses qui ont été mises en place très à gauche. Mais effectivement, c'est vrai que c'est très cruel on les laissait 3 ans au pouvoir, et ensuite, alors que voilà, ça avait été déjà dur de le mettre au pouvoir démocratiquement, et ensuite voilà qu'on impose comme ça cette dictature-là qui a été quand même une des plus terribles. Enfin, elles sont toutes terribles, mais alors celle-ci, c'est vrai que au niveau de la cruauté des meurtres, de la torture, de toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on est quand même. Ça a duré très longtemps en plus, hein, ça s'est fini officiellement dans les années 90. La dictature de Pinochet. Ouais. Mais comme je vous le disais, ils sont encore sous la constitution de Pinochet. C'est en train de changer, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont maintenues. Oui, puis c'est une dictature qui va à l'encontre de la définition donnée en début du podcast par ce fameux Hubert Bonisseur de la Batte, quoi. C'est la dictature des marchés. Enfin, il fait chaud et on fait du business et tout ça, quoi. Enfin, c'est vrai, ça manque de chapka. Hein, je suis bien d'accord avec toi. C'est ça. Alors moi, et de bottes. Je suis d'accord avec toi, Aurel, que c'est un film qui peut être inspirant parce que c'est un modèle de société, c'est les réformes d'Allende qui nous paraît pas si éloigné maintenant. Après, moi, j'ai aussi toujours un peu peur que ça inspire aussi d'autres gens, d'autres personnes, en particulier les fascistes, parce que c'est quand même un film sur le fascisme, quoi. Moi, c'est ce qui va beaucoup marquer. Ça filme beaucoup la transition qu'il peut y avoir entre d'abord un fascisme qui joue le jeu des élections, puisque tout le début, c'est des élections qui sont perdues par les candidats conservateurs de l'opposition, et donc qui fait semblant de jouer le jeu de la démocratie. Puis quand ils ont perdu, quand même, ça leur plaît plus trop la démocratie, donc là ils commencent à aller dans la rue pour se rassembler, d'abord de manière un peu statique, à jouer les gros bras mais sans forcément mettre un mot plus haut que l'autre, et puis ensuite carrément dans la violence et dans le meurtre. Et donc du coup, moi bon, là on vit dans un pays qui quand même où il y a un fascisme qui fait semblant de jouer le jeu des élections démocratiques. Ouais. Je me dis, j'aimerais bien qu'ils s'inspirent pas trop de la bataille du Chili et qu'ils décident pas, une fois qu'ils auront perdu, s'ils perdent, de passer à la violence, quoi. Je pense qu'on y pense tous, oui. L'idée qu'on pourrait dire, c'est s'inspirer nous-mêmes. Si on a perdu, bah, nous aussi on pourrait, enfin bref. Oui, je suis bien d'accord. C'est pas dans notre modèle de pensée, mais. C'est vrai qu'on va pas parler de la dictature du prolétariat, du coup. Hein. Mais c'est con, pourquoi on en parle pas? C'est vrai, j'ai même pas pensé en préparant l'émission. Ça aurait été un peu un jeu de mots. Ce serait la seule dictature acceptable. On va finir par ça. On va faire le top officiel des dictatures et en 1, ce sera la dictature du prolétariat. Et, évidemment. Après, ce sera difficile pour les autres. Moi, la bataille du Chili, c'est un film que j'avais découvert un peu de manière détournée parce que j'ai connu en premier ce qui est la dernière image de la première partie du film. T'en as pas parlé. Est-ce que tu te souviens, Sam, de ce sur quoi ça finit la première partie? Ah bah alors, est-ce que c'est le fameux bombardement ou non? C'est juste c'est la toute fin de l'insurrection de la bourgeoisie, donc de la partie 1, et c'est donc au début du coup d'État, lorsqu'il y a les premiers chars qui débarquent dans Santiago, et on voit des images qui ont été empruntées à un opérateur qui s'appelle Leonardo Henriksen et qui a enregistré donc avec sa caméra les militaires en train de débarquer dans les rues, et
à ce moment-là, il filme un groupe de militaires et les militaires lui tirent dessus et entre guillemets, on le voit mourir en direct. Alors, peut-être il faudrait avertir un petit peu les auditeurs et auditrices là-dessus parce que des images sont assez dures si vous décidez de les voir. Mais en gros, on ne le voit pas mourir, mais on comprend que sa caméra tombe et qu'il a été touché par une balle. Et moi, j'avais découvert ça en me renseignant un petit peu sur la manière dont avait été filmé le coup d'État de Pinochet. Et je dis, ces images, elles sont absolument uniques dans l'histoire du cinéma, quoi. On a quelqu'un qui enregistre sa propre mort en direct. C'est hallucinant de savoir ça. Et ça veut dire aussi qu'on a des militaires qui tirent sur des cinéastes et qui tirent sur des journalistes ou sur des reporters sans aucun scrupule, quoi. Bah c'est vrai que oui, comme on disait, ça fait écho aussi à toutes les actualités du moment où il y a ce côté où en fait il y a aucune protection. C'est pas parce qu'il y a des journalistes, des cinéastes ou des personnes qui considèrent, et à juste titre, qu'ils ont le droit de filmer, qu'ils ont le droit d'être là et de témoigner de ce qui se passe. Tout à fait. Que ces personnes-là sont protégées. Bien au contraire, justement, il faut pas qu'il y ait de témoignage de ça. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les archives ont été détruites et qu'il y a finalement pas beaucoup, il y a finalement très peu d'images. Vous cherchez des photos sur la dictature, enfin sur le début de la dictature, le mois de septembre au Chili. Il y a très peu d'images. Il y en a qui sont marquantes, mais disons qu'ils ont fait en sorte de tout détruire. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait aucun témoignage et que ce ne soit pas vu et pas connu. Et ouais. C'est intéressant ça aussi quand on parle du cinéma et de dictature, c'est comment ils font pour que surtout aucune image ne sorte de ça. Et voilà, on en revient aussi à nos thèmes aussi en France, de pourquoi est-ce que ils veulent nous interdire de filmer, pourquoi est-ce que les images ça dérange autant. C'est parce que c'est des témoignages pour l'histoire, quoi. Vous aimeriez tous les deux qu'il y ait un cinéaste qui se lance dans ce genre de projet en France aujourd'hui pour décrire un petit peu un pays en voie de fascisation comme ça? Qui ça pourrait être? Genre qui filmerait bien ça? Un documentariste français là. On a eu David Dufresne qui avait fait Un pays qui se tient sage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Que je n'ai pas vu, mais qui je sais avait fait beaucoup parler bien. des violences policières, donc c'était bien. Ça a beaucoup énervé le gouvernement, donc ça veut dire que c'était bien. C'est bon signe. Sylvain Georges peut-être, non? Sylvain Georges, ce serait une super idée. Moi, j'adore Sylvain Georges. C'est un cinéaste à la croisée du documentaire et de l'expérimental, qui est vraiment passionnant. Il n'est pas très connu, mais en festival, il a beaucoup tourné. Et c'est un cinéaste passionnant. Sinon, moi, j'avais pensé tout à l'heure, je me disais, il faudrait, vous voyez qui c'est, Antoine de Maximi, lui qui faisait J'irai dormir chez vous. Il faudrait qu'il fasse un J'irai dormir chez vous, mais avec que des fachos. Et du coup, il arriverait, il y aurait des croix gammées au mur, des trucs comme ça, puis il serait là, ah bon alors, je peux dormir sur ce canapé, machin. Édition spéciale dictature. Voilà, c'est ça. Ce serait une bonne manière de rire. Ce serait sympa comme tout. Oh pardon, bon, c'était plutôt pour la blague, mais effectivement, ouais, je me demande un peu ce qui va sortir de cette période en termes de cinéma documentaire aussi en France pour connecter un petit peu avec l'actualité de notre pays à nous. Ouais, on a hâte de débriefer tout ça. Voilà. Mais est-ce que vous savez vous s'il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses par rapport à ça? Parce qu'on a beaucoup de reportages, mais est-ce que quelqu'un est en train de récupérer des témoignages à droite à gauche? Bon, et s'il vous plaît, que ce soit pas Ruffin qui aille sur les ronds-points. À ma connaissance, non, mais je suis très peu spécialiste et connaisseur du cinéma documentaire, donc c'est pas interdit qu'il y ait des choses qui se passent dont je n'ai aucune idée, et j'espère. Ouais. Ouais, on espère. En tout cas, on sait que les cinéastes, continuent à travailler là-dessus. Donc, si vous avez des informations, contactez-nous en public, en privé, comme vous voulez. On sera très heureux de le savoir. En attendant, merci beaucoup Sam pour nous avoir proposé cette petite plongée dans le Chili des années Allende Pinochet. Et pour glisser lentement vers la suite de l'émission, je vais vous proposer un petit sujet de transition. Est-ce que vous avez, vous deux, déjà visité un pays qui soit justement gouverné par un régime autoritaire? Est-ce que vous avez senti la différence? Et sinon, est-ce que vous aimeriez aller faire du tourisme dans une dictature? Dans quelle dictature? Voilà, un petit peu. Une super question. Une super question. Non, moi, tout de suite, je pense je suis allé en Thaïlande il y a quelques années. Et ce qui est intéressant et en même temps qui pose plein de problématiques éthiques quand on est un touriste occidental en Thaïlande, c'est que derrière les temples bouddhistes, les palmiers, les plages paradisiaques et les cocktails pas chers, on a tendance quand même très facilement à oublier, ce qui est assez frappant, que c'est une dictature militaire dirigée par un roi. Moi, à l'époque où j'y étais allé, c'était en 2016, et c'était l'année de la mort de ce roi dont j'ai retenu le nom par ailleurs, qui s'appelle Bhumibol.
Et c'était le 9e ou 10e de sa dynastie, ou je sais plus exactement. Belle longévité. Ouais, très très long. Par ailleurs, c'était dans les 30 premières fortunes mondiales, je crois. Donc son fils qui est devenu le nouveau roi. Comme c'est étonnant. Ouais, a dû répéter tout ça. Non, mais c'est des gens très instruits qui font leurs études à Harvard et compagnie, puis qui rentrent dans leur pays pour gérer leur peuple d'une main très peu démocratique, encore une fois, pour le dire comme ça. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que normalement, d'habitude, là-bas, il y a des images du roi de partout, mais là, on avait beaucoup plus parce qu'il venait de mourir, et là-bas, il y a un deuil national qui dure à peu près 1 an et demi. Et oui. Et donc même en tant que touriste, c'est quelque chose que tu sens très fort. Exactement. Ça. Même si tout est fait pour ne pas faire voir aux touristes occidentaux qu'il s'agit d'une dictature militaire, les images du roi, mais absolument de partout, ont été le seul petit grain de sable dans l'espèce de paradis que peut être ce type de voyage-là. Mais ce qui fait du coup se poser des questions éthiquement intéressantes quand même. Voilà. Et ouais, évidemment, ouais. Sam ? C'est super intéressant parce que c'est vrai que, tu vois, moi je connais très très peu la politique thaïlandaise et j'avais une vague idée mais j'étais pas du tout au courant de ça quoi, donc non mais c'est bon à savoir parce qu'effectivement en tant que pays touristique on entend beaucoup parler mais on n'entend pas beaucoup la politique derrière. Les gens ramènent pas trop d'images de ça justement. C'est pas ce qui fuite, ouais. Mais vous avez remarqué quand même que les pays les plus touristiques sont quand même pas les plus démocratiques, les plus safe on va dire, donc bon, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde où on met les pieds, quoi. Et oui. Et non, moi, pour ma part, j'ai pris un peu la facilité. J'ai choisi la bataille du Chili parce qu'en fait, j'ai habité pendant 4 ans au Chili, donc j'ai eu le temps de voir des films. Et oui. Et du coup, donc ce n'est plus officiellement un pays en dictature, mais en fait, c'était quand même hyper présent dans le quotidien. La plupart des gens qu'on rencontre qui ont plus de 60 ans l'ont vécu vraiment dans leur chair. Moi, j'avais des collègues de travail qui avaient même été torturés dans des centres. Ah oui, quand même. Durant la dictature. Oui. Ah oui, non, c'est dans le sens où c'est vraiment encore très 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 prégnant. Et donc c'était des femmes qui avaient 20 ans à l'époque, qui maintenant en ont 60, mais qui vraiment ont vécu ces choses-là et peuvent en témoigner. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même des choses assez marquantes. Et après encore une fois, quand j'y vivais, on vivait du coup parce que du coup j'y vivais mais j'y travaillais. Oui, 4 ans, il a bien fallu faire des choses quand même. Ouais, exactement. Mais disons que j'y suis pas allée seulement en tant que touriste ou en tant que étudiante européenne. Disons que j'ai aussi travaillé là-bas. J'ai cotisé pour ma retraite. Où là, tu te rends compte de ce que c'est une retraite privatisée. En 2019, il y a eu des très très gros mouvements, des grosses manifestations au Chili, très marquantes. D'ailleurs, c'est grâce à elles que la constitution va être changée. Et là, les gens disaient on revient en dictature, vraiment parce que il y a eu plus d'une trentaine de morts. Les chiffres officiels on les a pas, mais plus d'une trentaine de morts dans les rues. On allait manifester tous les jours, mais tous les jours c'était d'une violence et tous les gens qui avaient connu la dictature disaient mais là on revient dans la dictature. Donc en fait par exemple la police chilienne n'a pas changé, c'est toujours les mêmes policiers, disons, c'est les fils de la milice de Pinochet qui sont policiers aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas été dans un pays en dictature, mais c'est intéressant comme témoignage. Vous posez la question parce que j'ai pas vraiment d'expérience marquante à part je suis allé en Russie quand même il y a une dizaine d'années en famille pour visiter un oncle qui était là-bas, et c'est vrai que je me posais la question parce que je me disais, quand j'essaye de me souvenir de ce voyage-là, c'était un voyage assez classique en fait. En tant que touriste à Moscou, on se rend pas vraiment compte de ce qui va pas dans la Russie. Pourtant les gens ont des chapkas et des chaussures à fermeture à éclair là-bas. Moi, je m'attendais vraiment à avoir la définition officielle de ce que c'est qu'un régime autoritaire et je l'ai pas eu. Donc c'est pour ça que je vous posais la question et je suis très heureux que vous ayez des expériences comme ça aussi variées. Ça montre bien la complexité de ce problème et aussi les œillères qu'on peut avoir nous quand en tant que touriste on pense les autres pays du monde. Sans transition, on parle de régimes qui craignent. On va parler un petit peu avec toi, Aurel, de l'Espagne des années 70, de la fin du règne de Franco, et tu vas nous parler d'un cinéaste qui s'appelle Fernando Arrabal. Je vais introduire très brièvement ta chronique en citant un extrait d'un texte qu'il a écrit en 71 qui s'appelle Lettres au général Franco. Il a écrit tout un petit livre pour justement, et il a ce geste étonnant en tant que cinéaste totalement blacklisté par le pouvoir d'écrire au dictateur plutôt que de simplement
le combattre dans la rue ou se moquer de lui ou faire des films critiques, etc. Il va aussi faire semblant de discuter, comme si on pouvait finalement avoir une discussion avec un type aussi cruel. Et donc voilà, je vous propose de vous lire un petit extrait de cette lettre. Ça commence comme ceci. Excellence. Je vous écris cette lettre avec amour. Sans la plus légère ombre de haine ou de rancœur, l'hypocrisie totale de ce type, il me faut vous dire que vous êtes l'homme qui m'a causé le plus de mal. J'ai grand peur en commençant à vous écrire. Je crains que cette modeste lettre soit trop fragile pour vous atteindre, qu'elle n'arrive pas entre vos mains. Je crois que vous souffrez infiniment. Seul un être qui ressent une telle souffrance peut imposer tant de douleur autour de lui. La douleur règne non seulement sur votre vie d'homme politique et de soldat, mais jusque sur vos distractions. Vous peignez des naufrages, votre jeu favori est de tuer des lapins, des pigeons ou des thons. Dans votre biographie, que de cadavres. Toute votre vie couverte par la moisissure du deuil, je vous imagine cerné de colombes sans pattes, de guirlandes noires, de rêves qui grincent le sang et la mort. Je souhaite que vous vous transformiez, que vous changiez, que vous vous sauviez, oui, c'est-à-dire que vous soyez heureux enfin, que vous renonciez au monde de répression, de haine, de geôle, de bons et de méchants qui présentement vous entourent. Voilà ce que dit Arrabal à Franco avec ces mots très étonnants où il essaye d'imaginer la souffrance d'un dictateur. Sur ce, Aurel, je te laisse la parole pour ce que tu as à nous dire sur Arrabal. Merci, c'est une belle intro, ça va peut-être interagir avec pas mal de thèmes que je vais essayer de développer. Donc Arrabal est espagnol, forcément, donc il est l'auteur d'une œuvre foisonnante, variée et assez souvent controversée. Donc il a été cinéaste, il a aussi été poète, dramaturge, romancier, essayiste, peintre, et je crois que c'est à peu près tout. Il a composé plus d'une centaine de pièces de théâtre, plus de 800 recueils de poésie, et donc réalisé 7 films, plus de 800. Et réalisé 7 films, dont les 3 qui vont plus particulièrement m'intéresser parce qu'ils sont produits alors que Franco est toujours à la tête de l'État espagnol. Viva la Muerte, qui est réalisé en 1971, J'irai comme un cheval fou, qui est réalisé en 73, et L'Arbre de Guernica en 75. Et il était plus connu pour ses films ou pour ses œuvres littéraires ? C'est une bonne question. Il est quand même plus connu. Enfin, moi, je l'ai connu par ma spécialisation, je l'ai plus connu pour son travail de cinéaste, mais il me semble qu'il est plus connu pour son travail de poésie, voire de dramaturge en Europe, en tout cas à l'époque. Mais oui, parce que quand il commence à filmer, il est déjà blacklisté pour ses œuvres littéraires, en fait. C'est ça, ouais. Et puis il est déjà connu pour être c'est un dramaturge avant d'être un cinéaste. Ouais. Ok. Donc il naît en 1932 à Melilla. Donc Melilla, c'est une petite ville autonome espagnole qui est située juste en face de l'Espagne, sur la côte nord du Maroc. C'est une charmante petite bourgade qui est entourée d'un double système de miradors et de barbelés financés par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le passage d'émigrés et de clandestins, forcément. Sympa. Évidemment. Et c'est une charmante petite ville dans laquelle on pouvait toujours admirer jusqu'en 2017, date à laquelle elle a été retirée, la toute dernière statue de Franco, encore visible sur la voie publique espagnole. Alors, justement, chez les Arrabal, le conflit avec le régime franquiste, c'est un peu une affaire de famille. Le père, Fernando Arrabal Senior, c'était un peintre républicain. Il est resté fidèle à la République dès 1936. Donc, il est arrêté sous les yeux de son fils et condamné à mort pour rébellion militaire. C'est une peine qui sera commuée en 30 années de prison, mais ça va pas changer grand-chose parce que il est transféré dans un hôpital en 41 pour des raisons de santé. Et la même année, il s'évade en pyjama de l'hôpital militaire et il s'enfuit dans la neige. On est en décembre. Donc Fernando Junior a 9 ans et il n'aura plus jamais de nouvelles de son père. Donc au début des années 50, Fernando Junior, là je repasse à Fernando Arrabal Junior, ce qui m'intéresse. Donc au début des années 50, il choisit l'exil et il va s'installer en France à Paris. En 67, il est arrêté lors d'un retour en Espagne. En fait, il est dénoncé pour une dédicace qu'il a envoyée à un étudiant où il aurait injurié l'État espagnol. Donc il y a une très forte mobilisation d'un peu tout le gratin artistique et littéraire européen. Il y a Mauriac, Ionesco, Anouilh ou Beckett qui enverront des lettres. C'est là qu'on voit quand même le côté dramaturgique de son, enfin des gens qui dans le connaissent. Son réseau en tout voilà, cas, oui. C'est ça. Donc malgré tout ça, il est condamné à 1 an et demi de prison pour les délits d'injure à la nation et blasphème. Donc, il sort de prison et là, il est contraint quand même à un exil un peu définitif et son œuvre est interdite en Espagne. Et à la mort de Franco en 75, il est placé sur la liste des 5 Espagnols les plus dangereux. Donc, toujours en exil. Ah ouais. Ouais.
Voilà, donc vous l'aurez compris, Arrabal il filme pas proprement parler en dictature ou sous la dictature. Ces 3 premiers films, c'est des productions françaises, mais c'est des films qui voient le jour en raison de la dictature franquiste. C'est des films d'un exilé. Bien sûr. Et voilà, et donc ils sont tous plus ou moins explicitement travaillés par la critique du régime. Donc le premier film de 71, Viva la Muerte, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a à peu près 10 ans, qui s'appelle Fando. Donc c'est la contraction de Fernando, hein, et le film c'est un peu une chronique assez ouvertement autobiographique d'une enfance meurtrie sous le règne de Franco. Donc Fando, juste après la guerre d'Espagne, il découvre que son père, qui a soi-disant disparu, a en fait été dénoncé aux autorités par sa mère, qui est une fervente catholique, et qui aurait dénoncé sa mari parce qu'il était antifasciste et parce que c'était un sympathisant communiste. Bah oui, bonne raison. Voilà. Bah, mais quelle horreur. N'est-ce pas, fille? Quelle famille! Mon mari, dit-elle, est un renégat qui a compromis le bonheur des siens pour de mauvaises idées, progressistes et dangereuses. C'est toujours bizarre de voir ces 2 termes accolés ensemble, mais on commence à avoir un peu l'habitude. C'est intéressant de dénoncer ton mari et puis ensuite d'expliquer à ton fils, quand même, c'est terrible. Oui, à cause de lui, on n'a plus de famille. C'est ça, puis il était progressiste et dangereux. Bref. Voilà. Alors, donc ensuite, L'Arbre de Guernica. Donc là, je passe au 3e film, je ferai celui qui est entre les 2 après. Donc L'Arbre de Guernica de 75, c'est une reconstitution historique, en fait. Le film est situé en 36 dans une petite ville espagnole qui s'appelle Villa Ramiro. Il y a des tensions qui éclatent qui sont liées à la guerre d'Espagne parce que le comte de Serralbo qui gère la ville et ses 3 neveux se sont fièrement ralliés à l'idéologie franquiste et à l'armée aussi franquiste. Et les habitants de la ville sont pas trop d'accord et ils se rebellent. À la tête de leur rébellion, il y a Goya, donc qui est le fils républicain du comte, et Vandal, qui est un personnage féminin franchement assez cool, assez puissant, qui est une allusion explicite à un personnage historique réel qui s'appelait Dolores Ibarruri Gomez, qui est plus connu sous le nom de la Passionaria, qui a été au premier plan de la lutte républicaine pendant la guerre d'Espagne, et qui a été ensuite secrétaire général et présidente du PCE, donc du Parti communiste espagnol. Voilà, donc la résistance s'organise et la petite ville en fait devient le centre national de la lutte contre Franco, plus ou moins. Voilà, donc le film du milieu, J'irai comme un cheval fou, c'est l'histoire d'Aden, qui est un homme qui a 40 ans à peu près, qui est recherché et poursuivi par la police. Il s'enfuit dans le désert, il va rencontrer dans le désert Marvel, qui est une sorte d'étrange petit ermite qui va l'inviter à bouleverser en profondeur sa vision du monde. Aden va ensuite inviter Marvel donc à partager sa vie moderne dans une grande métropole occidentale, ce qui va finalement le conduire à ouvrir les yeux sur l'échec et les dangers de ce type de civilisation. Donc, contrairement aux 2 autres, le rapport de ce film, J'irai comme un cheval fou au franquisme, est beaucoup plus diffus, très limpide, voire à première vue totalement inexistant. Avec ce film, en fait, il semblerait que Arrabal abandonne pour un temps la situation espagnole pour se concentrer sur une critique plus globale du capitalisme. Donc on passe de la critique du totalitarisme sous sa forme franquiste, qui est dans les 2 autres films, à celle du capitalisme en fait sous sa forme soi-disant démocratique. Et en fait c'est ça que je trouve particulièrement intéressant pour commencer, c'est la manière dont chez Arrabal la critique du totalitarisme franquiste, donc de la dictature franquiste, et celle du capitalisme autoproclamé démocratique se recouvrent. Et oui. Où en tous les cas on passe par les mêmes formes cinématographiques et visent grosso modo les mêmes problématiques. Voilà, donc il y a une critique très acerbe de l'univers urbain, occidental et capitaliste qui est celui de Aden, du personnage occidental. C'est vraiment une très grande ville moderne, d'où malgré tout le fascisme semble n'avoir pas totalement disparu. Quand ils arrivent dans la métropole, par exemple, les 2 personnages, sur une autoroute et au volant d'une très belle mais aride et décapotable, leur arrivée se fait accompagner d'un chant militaire allemand qui est tristement connu pour avoir été chanté par les soldats de la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, d'accord. Okay. Le lien est assez clair. C'est une vraie constante de la philosophie marxiste dans les années 60 et 70. Entre beaucoup d'autres, je pense aux réflexions de Guy Debord, par exemple, sur le spectacle, comme ce qu'il appelait une forme de totalitarisme déguisé, ou les analyses des formes nouvelles de contrôle proposées par Marcuse et tant d'autres. Mais c'est aussi des thèses qu'on retrouve chez des cinéastes à la même époque, donc années 60-70, des cinéastes qui sont issus d'anciennes nations fascistes, comme Fassbinder par exemple, ou encore dans ce que Pasolini
voilà, je l'aurais au moins mentionné une fois. Oui, que tu es très très fan de Pasolini. Voilà. Dans ce que Pasolini appelait le néo-fascisme de la société de consommation. Cette idée, au fond, que ce que le fascisme avait toujours échoué à accomplir, c'est-à-dire transformer en profondeur l'humanité, le néo-capitalisme et son nouveau système de valeurs, il serait finalement parvenu, ce que Pasolini carrément décrivait comme un génocide. Hein. Il employait des mots très marqués par les dictatures du XXe siècle. Ouais, c'est un grand thème des années 70, ouais. Ça, de dire que le fascisme et le capitalisme marchent main dans la main. C'est marrant parce que il y a eu un peu une éclipse, et puis je trouve qu'aujourd'hui, on peut de nouveau un petit peu le dire. C'est un discours qui, de nouveau, existe pas mal dans l'opinion publique. Faut dire qu'il se cache plus beaucoup maintenant, ouais. Voilà, c'est ça, le côté, la bolorisation un petit peu du fascisme, mais, voilà. mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça qui revient comme ça 40, 50 ans après. Bah, je crois que les 5 ans de Macron ont permis de remettre ça au goût du jour. Je crois que c'est très clair. Bon, l'objectif d'Arrabal, au final, c'était quand même de dépasser la seule situation historique espagnole et de se concentrer sur des facettes très générales de l'autorité et de la répression. Ce qu'il voulait, c'était produire une œuvre quand même beaucoup plus universelle qu'une simple, ce qui est déjà beaucoup, mais une simple avec des guillemets, qu'une simple œuvre anti-franquiste. Donc l'idée pour lui, c'était de se rendre attentif à tous les modes de répression exercés par l'autorité, leurs effets sur les classes populaires, et examiner un peu tous les pièges employés par le totalitarisme pour étendre son empire sur les corps, les consciences. Et c'est justement ça qui va m'intéresser en dernier lieu, c'est la façon dont stratégiquement Arrabal va se servir des armes de l'oppresseur pour essayer plus ou moins de les retourner en fait contre lui, ou en tout cas de se les réapproprier. Donc la résistance à l'état de fait totalitaire et franquiste chez Arrabal, ça allait prendre la forme d'un avertissement à, je le cite Arrabal là, ne pas sous-estimer pour l'imaginaire l'importance du passé, fin de citation, et à ce qu'il appelait élaborer un esprit religieux, et cet esprit religieux, il le mettait aux côtés du marxisme et de la démocratie, comme les courants de pensée les plus à même de rendre sa liberté à l'Espagne. Donc là, c'est pas mal de choses qu'a pu dire Pasolini, plus ou moins à la même époque. Hein. Ah, ça y est, maintenant t'as ouvert les vannes sur Pasolini. C'est ça, voilà, je n'arrête plus. Ce sera la dernière fois. Mais voilà, donc là où Pasolini, dernière mention de Pasolini, là où Pasolini dit tout ça en visant ce qu'il appelle le néofascisme de la société de consommation, du côté d'Arrabal, en Espagne, le pays vit encore sous le signe d'un fascisme bien réel, celui du franquisme qui est en train de vivre ces dernières heures. Et cet appel au passé et à la religion, qui est quand même très surprenant, il a un aspect tout à fait stratégique parce que l'Église catholique en Espagne, ça a été un allié vraiment très intime, voire indéfectible du franquisme. Et oui. Donc il y avait une articulation très étroite entre l'Église et le régime franquiste. Et de l'autre côté, du coup, il y avait une très forte tradition anticléricale dans les mouvements anarchistes, républicains ou communistes espagnols. Ce qui a vraiment conduit vraiment à des explosions de haine inégalées entre les deux camps. Je crois que c'est bien l'un des pays hors Russie où l'affrontement entre catholicisme et socialisme a été vraiment le plus intense et le plus violent. D'un côté, chez les cathos, il y avait cette espèce d'entreprise de sacralisation de la guerre civile, hein, jusqu'à en faire une sorte de croisade en fait. Hein. Il y avait des cathos qui disaient que c'était la guerre la plus sainte que l'histoire ait jamais connue. Les mecs, ils ont une référence, quoi, et elle date d'il y a 500 ans. et du coup, de l'autre côté, pour répondre à tout ça, il y a eu plein de rituels sacrilèges qui ont été accomplis par les miliciens, les résistants, les républicains espagnols. Et du coup, tout ça est très sensible dans les films d'Arrabal, qui nous montrent vraiment l'Espagne franquiste comme un régime où l'état militaire règne avec la bénédiction de l'Église catholique. Donc dans l'arbre de Guernica, par exemple, les évêques et les généraux se roulent des grosses pelles. Elle est géniale, cette scène. elle est incroyable. Voilà, on peut pas le dire mieux en fait, hein, la connivence et tout. Le curé bénit les armes, vous avez il y a des images avec le portrait de Franco juste à côté d'un crucifix, etc. Et dans le même temps, ce que je trouve quand même très intéressant, c'est qu'il y a une volonté très subtile de distinguer, voilà, ce dévoiement et ce monopole du religieux par toute forme d'institution, de pouvoir, etc. Et de distinguer ça et la croyance et finalement la religion en elle-même. Donc à côté de toutes ces séquences quand même très violemment iconoclastes, voire complètement profanatrices, il y a un nain qui recouvre une statue de la Vierge de sperme, il y a un crucifix fusillé, j'en passe et des meilleurs. Il y a toujours quelque chose comme une volonté de récupérer les éléments les plus positifs, utopiques et collectivement rassembleurs pour les rendre finalement au peuple en lutte. Donc dans Viva la Muerte, par exemple, le petit garçon,
il est précisément tiraillé par ce clivage idéologique, vu son historique familial, entre l'éducation de sa mère catholique et l'imaginaire politique de son père qui est disparu. Et ce que j'ai pas encore dit, c'est que le film est construit avec 2 niveaux de réalité. Donc très régulièrement, la trame narrative du film, assez classique, elle est entrecoupée de séquences très violemment colorisées qui mettent en forme finalement l'inconscient de l'enfant. Et dans l'une d'elles, il y a justement une sorte de réunion idéale entre le religieux chrétien et le politique sous sa forme précisément communiste. Donc à un moment, Fando, il subit un énième sermon maternel sur la compromission de son père au nom de ses idées politiques, lui qui était rouge, ceux qui brûlent les églises, lui dit sa mère, et qui était athée, ceux qui ont tué Jésus-Christ, lui dit-elle encore, ce qui est quand même franchement méconnaître l'histoire officielle. Et donc juste après, il y a l'une de ces séquences pulsionnelles qui est, la mère est habillée en prêtresse et elle porte un calice et elle donne la communion aux fidèles en fait, qui sont représentés par les membres du cercle familial. Donc il y a une vraie messe eucharistique, sauf que les hosties ont été remplacées par des escargots. Et après en avoir offert un à son fils, il y a un mouvement de caméra qui recadre le visage de la mère en gros plan, et là elle porte un couteau entre les dents. À la place de l'escargot. À la place en fait, elle est normale et elle donne un escargot à son fils, et là la caméra revient sur elle, et à ce moment-là, elle a vraiment un couteau entre les dents. Mm-hmm. Et ce qui est très intéressant là, c'est que ce motif, en fait, le couteau entre les dents, c'est un motif essentiel dans l'iconographie communiste. Et oui. En fait, c'est un motif qui a été créé par les nationalistes dans des affiches politiques pour discréditer les communistes comme des individus qui seraient barbares, sauvages, voire cannibales. De toute façon, c'est assez une constante, Par exemple, plus récemment, Berlusconi a dit que les communistes chinois faisaient bouillir les enfants pour servir d'engrais dans les champs. Wow. C'était pas très historiquement sourcé. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, le motif a fait l'objet d'un vrai retournement de stigmate, comme ils disent en sociologie, par les milieux communistes qui se le sont réappropriés pour l'investir de nouvelles valeurs et en faire un symbole positif, ce qui sera un emblème de protestation et de lutte sociale. Il y a par exemple une très belle photo, là encore, d'une manif du 1er mai 1919, où il y a plein d'ouvriers français, petits et grands, qui ont tous mis leur couteau entre les dents pour la photo, pour soutenir les révolutionnaires russes. Ouais, c'est devenu un symbole. Ouais. Exactement. Voilà, donc il y a ce mélange dans cette séquence de Viva la Muerte entre iconographie communiste et liturgie chrétienne qui vient servir d'outil visuel pour représenter ce qui serait le rassemblement idéal d'une communauté familiale qui a été précisément déchirée par le franquisme. Ouais, d'accord. Dans J'irai comme un cheval fou, il y a aussi un truc qui a rapport avec l'Eucharistie catholique et le fait de manger quelqu'un pour conserver son souvenir et s'approprier ses pouvoirs. L'Eucharistie, on rappelle, c'est le moment où on ingère l'hostie, donc voilà. Qui est censé représenter le corps du Christ, qui est quand même un peu malsain de bouffer quelqu'un. Enfin, c'est ça. Pour la messe. C'est ce que font tous les. Et après, c'est les communistes qui sont cannibales. Voilà, il y a pas plus cannibale qu'un chrétien, puisque c'est ce qu'ils font tous les dimanches à la messe. Ils mangent la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie. Et dans J'irai comme un cheval fou, le film se termine par l'ingestion rituelle de Aden qui est finalement mangé par Marvel. Marvel, c'est l'ermite, et ce qui va entraîner la renaissance d'une sorte de figure mixte qui serait capable de transcender un peu toutes les différences. Oh. Voilà, là-dessus, je terminerai avec L'Arbre de Guernica parce que c'est justement un film qui est truffé de symboles communistes, socialistes et syndicaux. Et c'est peut-être le film le plus blasphématoire d'Arabal, et pourtant il y a vraiment de la compète, franchement. Mais malgré tout ça, c'est à la fin du film, c'est un motif visuel qui est emprunté à la peinture chrétienne et catholique, qui est utilisé par Arabal pour prendre en charge toute la souffrance qui est engendrée par l'oppression fasciste, franquiste, et en même temps pour prendre en charge le fait que les personnages vont se relever et l'espoir en fait. Donc à la fin du film, les deux personnages révolutionnaires, donc Vandal et Goya, ils sont enfermés dans les geôles franquistes. Goya est torturé mais il ne dit rien, et Vandal, le personnage féminin, parvient à se libérer, donc elle échappe quand même à une tentative d'agression sexuelle, et après un coup de genou très bien placé sur l'un des fils franquistes du comte, elle parvient à rejoindre Goya dans sa cellule pour le libérer. Et donc juste avant que ces deux personnages, qui sont vraiment les porteurs explicites des espoirs du peuple dans le film, juste avant que ces deux personnages ne parviennent à s'évader, elle le prend sur ses genoux, et là c'est le motif de la Pietà qui survit à ce moment-là. Donc la Pietà, c'est ce très célèbre thème iconographique chrétien qui représente donc la Vierge Marie portant son fils descendu de croix sur ses genoux. C'est un thème qui a eu vraiment beaucoup de succès en raison de sa faculté quasiment rhétorique
à engager la participation du fidèle dans la collectivité du culte et à réparer sa capacité à réparer la souffrance, la tristesse de la crucifixion, etc., par l'espoir de la résurrection. Ah oui. Et voilà, donc je trouve ça très beau et très frappant qu'une telle trilogie se termine sur un tel motif d'espérance, même s'il est directement emprunté à l'iconographie religieuse et chrétienne. Et je me dis parfois que même en tant que communiste, islamo-gauchiste, wokiste, tout ce que vous voulez, on aurait tort de se priver de tels symboles d'espoir, de communion collective et finalement de triomphe sur la mort. Voilà. Ouais, ça arrive de manière étonnante dans le film, parce que du coup, je les ai regardés pour préparer l'émission, je connaissais pas du tout. Et ouais, il y a un côté, on passe tout le film à vraiment pisser sur le Christ et Dieu, mais littéralement, il y a vraiment un personnage qui fait ça. Oui, littéralement. Et à la fin, t'as cette espèce de moment où, voilà, les deux, enfin, très surprenant, quoi. Et ouais, il y a des petits trucs comme ça dans ces films qui défient un petit peu nos clivages, notre manière de penser habituelle. Ah, c'est vrai que moi, je connaissais pas. Je connaissais de nom. En fait, son nom était revenu. J'en avais souvent entendu parler à droite à gauche, mais j'ai jamais vu ces films. Et vu comme tu nous les as présentés, on n'a qu'une envie, c'est de foncer découvrir tout ça, parce que ça a l'air d'être vraiment riche. Et je pense qu'il y a énormément de choses à voir et énormément de symbolique. Comme tu dis, oui, c'est vraiment extrêmement riche. Bon, c'est quelqu'un qui est très influencé par le surréalisme et par des choses comme ça, donc c'est parfois assez dur à suivre, il faut l'admettre, en termes de symbolique et de référence, mais c'est ouais, très divertissant. Du coup, on s'ennuie pas, quoi. Est-ce que tu sais quelle a été la réception un peu en Espagne de ces films ? Bah, ils ont pas trop dû aimer, puisque je doute qu'ils aient été distribués là-bas, parce que même pendant le franquisme, enfin des cinéastes importants comme Carlos Saura par exemple, ou même Buñuel qui fait son retour à un certain moment et qui produisent des films en Espagne, les films sortent ailleurs mais sont interdits ou amputés en Espagne. Donc sachant que ouais, son œuvre de toute façon a été interdite à la fin du régime de Franco, donc je suis pas sûr que beaucoup d'Espagnols l'aient vu. En tout cas d'Espagnols 6 en Espagne à ce moment-là, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est marrant que tu cites Buñuel, ça m'a un peu fait penser à un autre film un peu de la même époque, et puis lui aussi un peu surréaliste, c'est Le Fantôme de la Liberté, ouais. Qui sort en 1974, je sais pas si tu l'as vu. Oui. Moi j'aime beaucoup cette scène où ça se passe dans une espèce d'hôtel miteux où il y a tous les clients qui se réunissent pour boire du vin ensemble en regardant l'orage. Là, il y a des clients qui viennent de partout, il y a un homme, il y a une jeune femme, et il y a un groupe de moines, et là d'un coup débarque un mec qui baisse son froc et qui va se faire fouetter par sa femme devant les moines qui sont là éberlué comme ça, et en fait il dit je suis un porc, je m'excuse, je suis dégoûtant et tout ça, et il fait littéralement un peu une confession à la manière chrétienne, c'est ça, mais en se faisant fouetter le cul par sa femme devant des moines qui du coup sont troublés parce que ça reprend des codes religieux mais en les tirant complètement ailleurs de manière assez blasphématoire. J'ai trouvé que ce mélange de religiosité et de blasphème était assez typique du surréalisme espagnol en tout cas. Oui, non, mais c'est très intéressant de mentionner Buñuel. Il y a beaucoup de liens là-dessus, surtout cette volonté de différencier l'institution ecclésiastique et religieuse, et surtout chez Buñuel des religieux moins officiels, plus subversifs, qui sont toujours issus des couches les plus populaires et qui eux sont traités avec beaucoup de tendresse et qui sont même traités comme potentiellement porteurs d'un message politique. Sam, toi qui as vécu au Chili, qui est lui-même un pays assez chrétien, où la religion a une place importante, est-ce que ça te parle, le fait de contester le pouvoir en retournant la religion comme ça contre les institutions ? Oui, au Chili, évidemment, l'Église catholique, elle a été quand même... c'est moins marqué qu'en Espagne peut-être, mais elle a été quand même très complice de la dictature. Et il y a eu des prêtres résistants, comme partout, il y a toujours, heureusement, des personnes qui ne vont pas non plus tête baissée dans ce que leur dit leur institution, mais quand même, l'Église était... disons officiellement, elle était avec le pouvoir et elle l'est encore beaucoup. L'Église au Chili est très à droite et va soutenir plutôt des idées pinochettistes. Oui, je pense qu'il aurait fallu mettre une petite spoiler alerte pour nos auditeurs et auditrices en France. Ouais, au Chili, l'Église est de droite. Alors ça peut vous surprendre, désolé, mais voilà. Dites-vous que c'est des différences culturelles. Voilà. Mais du coup, Guzman, dont je parlais avant, le réalisateur de La Bataille du Chili. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait fait un documentaire justement
qui parlait de ces prêtres et curés chiliens qui étaient de gauche et qui avaient plus ou moins résisté, disons. Ah, c'est intéressant. Donc, il y en a plus qu'on ne le croit. Hein. Bien sûr, ouais, totalement. Non, c'est sûr qu'il y a aussi des représentants de l'Église qui allaient, mais du coup, en allant à l'encontre du régime, ils allaient aussi à l'encontre de l'Église elle-même. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très complexe, mais bon, c'est hyper intéressant aussi, quoi. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, et merci à Aurel pour cet exemple un petit peu étonnant, et vraiment, on vous invite à aller voir les films cités dans cette émission. Alors, autant je crois que la bataille du Chili est dispo en ligne sur YouTube, en tout cas avec des sous-titres anglais, autant il me semble que c'est un peu moins le cas pour Arrabal. Ouais, mais, enfin, je crois qu'il y a des DVD qui existent, mais ça coûte peut-être cher, mais bon, alors j'ai vu que le premier, Viva la Muerte dont tu parles, est dispo sur archive.org quand même. Ok. Voilà, les deux autres, je les ai pas trouvés, donc là, pour le coup, va falloir les choper d'une autre manière. Moi, j'ai les fichiers, donc contactez-moi via les voilà, envoyez-nous un petit message, on vous fera passer tout ça. Merci beaucoup, Aurel. Et nous, on va passer à la suite de l'émission avec une nouvelle petite transition, et c'est le traditionnel quiz de l'émission que je vous propose aujourd'hui. On va dériver lentement vers le sujet que je voudrais aborder après, avec un petit quiz vrai ou faux, spécial Corée du Nord. On va parler un petit peu de la Corée du Nord parce que c'est pas seulement une dictature, mais c'est aussi une dictature qui est assez intéressante quand on pense au cinéma, dans la mesure où elle fonctionne un peu sur le mythe de l'autonomie. En gros, les Coréens du Nord, quand tu les écoutes, ils ont besoin de personne, ils vivent tout seuls avec leurs ressources, leur nourriture, leur économie, et donc leur culture, et donc leurs films. Et ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre et il n'y a pas grand-chose qui sort. Pour vous donner une petite idée, il y a quelques jours, j'ai entendu que des ados avaient été condamnés à des travaux forcés pour avoir regardé Squid Game. Alors, vous allez me dire, ça valait pas le coup, vraiment. Voilà une classe qui se tient sage. Voilà, une classe qui se tient sage. Eux, c'est plus grave que chez nous. Voilà, ça permet de relativiser un petit peu. On en est là. Il faut regarder vers la Corée du Nord pour relativiser. C'est ça. C'est horrible. Arrêtez. Donc non seulement les Coréens du Nord ont pas eu la chance de voir Squid Game, on les plaint vraiment beaucoup. Et du coup, on connaît pas non plus, nous, leurs films. Parce que c'est des films un peu bizarres, c'est pas le même système et tout ça. Et du coup, ça m'a fait penser à un petit jeu. Je vous propose ce principe, je vous donne 10 synopsis de films coréens du Nord. Vous devez deviner s'il s'agit d'un vrai film ou d'un fake que j'ai inventé moi-même. Ok. Une petite question avant. Vas-y, dis-moi. Du coup, le cinéma Corée du Nord va être forcément très 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 politique. Bah forcément, il va être assez souvent très marqué par l'idéologie officielle du pouvoir. Les studios sont nationalisés là-bas, hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Un cinéma d'État, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, Kim Jong-il, donc le père du dictateur actuel Kim Jong-un, a été un théoricien du cinéma. Il a été en charge du département de propagande de son père, à l'époque où c'était son père sur le trône. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle, je crois, Sur le cinéma ou quelque chose comme ça, où il donne sa vision de ce que doit être le cinéma en Corée du Nord. Donc, pour vous dire un petit peu dans quel degré on est. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Eh ben, allons-y. Ouais. Eh ben, c'est parti. Premier synopsis, je vous le lis et vous devez deviner donc s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Pendant l'occupation, 3 espions coréens surveillent les agissements des militaires japonais et américains stationnés à Séoul, avant donc la division en deux de la Corée. Ils parviennent à mettre la main sur des informations stratégiques de premier ordre dont ils se servent pour aider la résistance. Mais leur amitié est mise à mal lorsque l'un d'entre eux tombe amoureux d'une journaliste japonaise. Ses coéquipiers commencent alors à avoir des doutes sur sa loyauté. Ah, c'est borderline, hein? Ah, et ouais. Moi, je trouve ça peut le faire. En plus, c'est le premier, donc moi, j'essaie toujours de penser stratégiquement. C'est le premier, donc c'est pour donner une idée ce que ça va être. Donc, à mon avis, moi, je dirais c'est un vrai film. C'est vrai pour toi, Sam? Ouais, ça dépend de la fin, hein. Qu'est-ce qu'il choisit, la patrie ou la femme? Eh ben ouais. Ça, c'est un dilemme. C'est probable. Je pense que c'est vrai aussi, mais bon. Ça doit être tourné de façon à ce que ce soit pas trop non plus. Eh ben oui, c'est tourné de façon tellement à ce que ça soit pas trop non plus que du coup c'est un faux. Voilà, vous êtes fait avoir sur la première. Okay. Bon, je ne suivrai plus tes stratégies, Aurel. Non mais c'est toi qui avais raison, Sam, en fait. Je vous donne le deuxième.
tous les jours, une fillette ramasse des fleurs dans la montagne et les vend au marché pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de sa sœur aveugle. Mais la famille se heurte à la cruauté de leur propriétaire terrien, qui se persuade que la sœur est possédée par un esprit malveillant. Heureusement, elles seront aidées par des villageois membres de l'armée révolutionnaire coréenne. Waouh, ça commençait genre super parfaitement. Et après, il y a les esprits et tout. Après, il y a trop... Ouais, ça paraît un peu plus improbable. Mais pourquoi pas, hein, après tout. Ils peuvent avoir leur cinéma d'horreur aussi, qui se termine de façon nationaliste. Non, parce que du coup, l'armée révolutionnaire coréenne, c'est leur armée. C'est leur armée, ouais. Ouais, donc... Oui, il y a des films qui peuvent se passer à plusieurs époques. Donc, ils sauvent les gens à la fin. Je dirais donc ça oui. fait oui, ouais. Je pense que là, on peut y aller, ouais. C'est oui pour vous deux? Ouais. Ouais. Ouais, vous êtes pas fait avoir, c'était bien ça. Le synopsis, c'est vrai, hein, il s'agit bien du synopsis de La fille aux fleurs de Park Hak et Choi Ik-gyu, qui date de 1972 et qui a un énorme succès en Corée du Nord. Il avait pas eu un prix ou un festival au festival du film de Pyongyang, je crois, en tout cas. Je crois qu'il l'avait sorti, parce qu'à l'époque, il y a encore donc le bloc soviétique. Oui. Et je crois qu'ils l'ont sorti dans un festival tchèque et qu'ils l'avaient, par soutien. Ah, c'est possible, mais oui, t'as raison. T'as raison. Voilà, en tant que film communiste. Avec des guillemets, bien sûr. Exactement. Et je crois qu'il l'avait, primé hors de Corée du Nord, quoi. C'est un des rares qui a dû tourner beaucoup. Ouais. Et c'est un emblème parce que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel, donc. Ah! Et qui était le premier grand dirigeant. Non, le synopsis, c'est pas mal. Franchement, j'ai envie de le regarder maintenant. Mais du coup, attends, il est sorti quand? 72. 72. Ça date un peu. Et c'est à ce moment-là qu'il a tourné un peu ou c'est plus tard? Ouais, je pense que c'est à cette époque-là, ouais. D'accord. À vérifier. On vous mettra des références dans les liens de l'épisode. Troisième synopsis. Une jeune athlète de Pyongyang est sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques à Athènes. Accompagnée de son entraîneur, elle découvre avec stupeur le mode de vie européen. D'abord effrayée par la misère et la pauvreté de la ville, elle commence progressivement à être séduite. Elle est alors rejointe dans son voyage par un compagnon inattendu, le dirigeant suprême Kim Jong-il, qui va tenter de la ramener dans le droit chemin. Ça paraît tellement tiré par les cheveux que ça pourrait être vrai. Ça, franchement, il y a des red flags de faux. Mais si c'est vrai, c'est tellement fou. Là encore, c'est un film qu'il faut voir, quoi, si c'est vrai. Non, moi je dirais faux, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Histoire de pour une fois pas dire comme toi, je vais dire que c'est vrai, mais j'avoue que si c'est vrai, c'est assez exceptionnel. Ouais, j'espère que c'est vrai, en vrai. Ouais, moi aussi. J'aurais aimé que ce soit vrai, mais c'était un faux. C'est moi qui l'ai trouvé, celui-là. Et c'est pas mal du tout. Désolé. Tu peux le mettre en scène quand tu veux. Oh, cool. Voilà. Si quelqu'un veut me donner du budget, je fais ça quand vous voulez. Alors, quatrième question. Au XVIe siècle, des paysans accablés par la famille se réunissent pour demander une suspension des taxes auprès de leur seigneur. Mais ce dernier est méfiant. Il décide d'envoyer sa fille comme servante pour espionner les villageois et vérifier qu'ils disent la vérité. La fille découvre alors les difficultés de la vie paysanne et se retourne contre son père. C'est pas improbable. C'est possible, hein. Après, est-ce qu'ils faisaient des vieilles reconstitutions, 16e siècle? Oh, je pense. Ils avaient beaucoup de budget, non? Enfin, ils ont beaucoup de budget pour le ciné. En tout cas, par rapport au nombre de spectateurs qu'ils ont là-bas, il y a pas mal de budget, ouais. Je parle sans savoir, mais je pense qu'ils ont un gros budget propagande. Ouais, donc ça leur pose pas de souci d'avoir des costumes, des trucs. Ouais, franchement, c'est... Moi, je dirais oui, parce que... moi, je vais dire oui aussi, hop. Allez, c'est vrai pour vous deux. Vous avez tous les deux tort. C'était faux, mais je suis assez fier de celui-là. Je crois qu'il était crédible. Alors, le truc qui est pas crédible en vrai, c'est que se retourner contre son père, ça se fait pas trop là-bas. Oui, ouais, non, mais c'est vrai, faut être plus attentif. Ouais. C'est vrai. C'est subtil. Cinquième question. Une jeune étudiante utilise tout son temps libre pour aider 3 enfants orphelins. Mais la grande sœur de la famille n'accepte pas son aide qu'elle prend pour de la pitié. Un long chemin s'engage avant que les enfants n'acceptent de la reconnaître comme une véritable mère de substitution et former une famille digne de ce nom. Du coup, ça veut dire que c'est un couple lesbien. Non, c'est une jeune étudiante qui aide des orphelins qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de lien familial. D'accord, mais la sœur, elle fait avec pas. Elle. La sœur, elle est parmi les enfants, elle est pas, c'est pas la grande sœur. Oui, la sœur des enfants, ouais. D'accord. Ouais, du coup, il y a pas de père. Là, tu nous as mis le doute. Il y a pas de père, c'est vrai. Pareil, c'est pas improbable, hein, comme synopsis, mais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On imagine que c'est un autre père de substitution qui vient prendre le relais. Ils ont ce qu'il faut, normalement. C'est pas bête. Donc, suivez mon regard. On peut imaginer ça, ouais, que c'est un autre père qui vient prendre le relais. Un petit. Alors, qu'est-ce que vous dites? Père.
partons sur oui, non? Ouais, je dirais oui aussi. Et vous avez raison, c'est bien The Story of Our Home, l'histoire de notre maison, qui est sorti en 2016, qui est un vrai film nord-coréen. Je vous donne le suivant. Une danseuse chinoise est envoyée en Corée du Nord pour étudier auprès d'une spécialiste de la danse traditionnelle. Là, elle va apprendre à mettre de côté son égoïsme et à s'ouvrir aux autres dans sa vie comme dans son art, jusqu'à gagner sa place comme danseuse dans un spectacle gigantesque donné en l'honneur du président Kim. Parce que les Chinois sont égoïstes. C'est ça le message du film. Parce que tous les autres peuples sont égoïstes. Je sais plus. On s'est tellement trompé. Moi, j'ai noté tradition, collectif et spectacle gigantesque. Mais il y a un truc avec le... Ouais, je me souviens plus du début du synopsis, du coup. Mais dans les mots-clés, ça passe. Mais je sais pas. Ça passe pour toi, Sam? Ouais, ça passe, mais c'est bon. Vu que la dernière fois, on s'est trompé quand il y avait le chef suprême... Est-ce que cette fois, ils vont le représenter? Ça, c'est une bonne question, d'ailleurs. Est-ce qu'ils le représentent beaucoup ou pas au cinéma? Ah, c'est pas bête, c'est bien stratégique. Bon, pour cette question, je vais dire... Ouais, je dirais oui. On va voir s'il le représente ou pas. Et ouais, c'était bien oui. Il le représente pas mal, et là, c'est dans un film de 2012 qui s'appelle Meet in Pyongyang, tout simplement, et qui donc vise à montrer aux Occidentaux qu'ils devraient s'inspirer un peu plus de la Corée du Nord. Enfin, aux Occidentaux, pour eux, les Chinois en l'occurrence. Ça fait réfléchir. Il doit y avoir une pression de fou pour l'acteur qui doit jouer le leader. J'imagine. Alors j'avoue que j'ai pas vu le non film, je sais pas s'il est présent en vrai ou pas, mais à vérifier. J'ai lu un article sur le cinéma nord-coréen en préparant l'émission où il disait que la présence du dirigeant était tout le temps suggérée. Ah oui. Et passe au mois après, encore une fois, c'est une source de après, il y a déjà son portrait partout, donc il y a pas besoin qu'il y ait l'acteur, en fait. Bon, le suivant va vous plaire. Un vieux forgeron sculpte une figurine de monstre à l'aide de grains de riz. Quand elle entre en contact avec le sang de sa fille, la figurine prend vie et se transforme en un monstre de métal géant. Les paysans sont d'abord terrifiés, mais très vite le monstre accepte de les aider à combattre la monarchie pour instaurer une société plus juste. Ah, j'espère vraiment que ce film existe, mais hélas, j'ai peur que non. Ah bah c'est vrai que là, s'il sort de ton cerveau, tu es un génie. Ouais, moi aussi, je voudrais le voir. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Si c'est faux, ta reconversion est toute trouvée. Hein. Non. Côté un peu version nord-coréenne du mythe du golem qui me plaît beaucoup, mais je pense que ça n'existe pas, hélas. Et toi, Sam? Ouais, je pense que tu as été honoré qu'on dise que si ça venait de ton cerveau, tu serais content, donc je pense que c'est faux aussi. Mais pourtant, c'est vrai. Non. Il s'agit d'un vrai film de 85 qui s'appelle Pulgasari. Pulgasari de Shin Sang-ok. Pour l'anecdote, c'est un cinéaste sud-coréen qui a été kidnappé par le régime nord-coréen pour venir faire des films en Corée du Nord parce que il avait du talent, manifestement. Et donc, il fait cette espèce de Godzilla communiste un peu perché. J'ai vu quelques images, ça a l'air superbe. Formidable. Godzilla communiste, tout pour nous plaire, quoi. Ouais, exactement. Le problème, c'est que je vais passer mes 2 prochaines semaines à essayer de trouver ce film, quoi. Allez, on continue. Un jeune homme tombe amoureux d'une ouvrière qui travaille à moderniser son village natal. Pour gagner son cœur, il lui tente de lui faire découvrir la vie à Pyongyang. Mais la jeune femme, encouragée par les directives du gouvernement pour limiter l'exode rural, décide de renoncer à l'amour et de rester fidèle à son lieu de naissance. Oh, c'est vrai, ça. Ah ouais, c'est trop sage pour que tu l'aies inventé. C'est vrai, c'est trop sage. J'aurais dû corser un peu le jeu. C'est bien un vrai film. C'est sûr. Il s'appelle Moi dans un futur proche et c'est réalisé en 97. Et bizarrement, il donne moins envie que le précédent. Ouais. Eh ben oui, il est célèbre dans l'histoire du cinéma pour justement montrer une folle abondance de nourriture alors qu'il sort juste pile au moment d'une des plus grandes famines de l'histoire de la Corée du Nord. Comme quoi, c'est un cinéma qui est quand même très en décalage. Voilà, exactement. Avant-dernière question. Allez, dans cette série de 4 films, on suit un groupe d'ouvriers d'une usine de métallurgie à Kaechon au milieu des années 30 jusqu'à la proclamation de la République populaire de Corée en 48. Les films retracent le rôle historique des comités d'action ouvriers, leur lien avec les groupes de résistance à l'occupation japonaise, mais aussi les risques de représailles et les oppositions au sein du mouvement. Il y a beaucoup de détails pour que ce soit inventé, mais en même temps, tu aurais pu aussi
farfouillé pour nous piéger. Je suis un homme qui aime le détail. Ah ouais, en même temps, ça passe. Franchement, c'est bien écrit. Ouais. C'est très dur, là. Ouais. Là, c'est du 50-50. Hein. Bon, si tu veux, on essaye tous les deux. L'un des deux dit oui, l'autre dit non. Ouais. Oh, bonne stratégie. Est-ce qu'on comptait les scores déjà, non? Non, on n'a pas compté. Mince. Ouais, bah moi je dis oui. Allez, bah je vais dire non, mais je suis curieuse de savoir la réponse. Eh ben, c'est Sam qui a raison, c'était un faux. Ah bah bravo, bravo. Merci. Vous faites Ouais, plaisir. super bien écrit. Ah ouais. Vous avez envie d'être réinvité, vous. Toi, t'as envie d'être invité en Corée du Nord. Hein. Ouais, j'espère. Ah bah là, ils vont te faire un contrat, prochain réalisateur, t'as les meilleurs synopsis pour eux. Un petit dernier pour la route. Avec Allez. plaisir. Ouvrière dans une mine de charbon, Kim rêve de devenir acrobate. Mais son ambition est refroidie lors de sa rencontre avec son idole, un trapéziste célèbre qui se révèle arrogant et méprisant avec elle. Elle décide malgré tout de ne pas se laisser abattre et de poursuivre son rêve d'évoluer un jour dans les airs. Il y a toujours beaucoup de sport, hein. Il y a du sport, c'est vrai. C'est bizarre que le trapéziste célèbre soit arrogant et tout, parce que j'imagine qu'ils ont pas un... Enfin, les stars, ça doit être un peu contrôlé et tout. Enfin, quand t'es star en Corée du Nord, tu dois avoir un ensemble de valeurs correspondantes au régime, je sais pas. Bah, je pense, ouais, au minimum. Je sais, peut-être je surréfléchis beaucoup hein, là-dessus, mais C'est j'essaye dur. de chercher dans les détails. Donc moi, je dirais non, mais en même temps, j'ai pas été super fort, donc... Bah ouais, j'avoue que ouais, c'est... Tu nous mets le doute à chaque fois quand même, hein. Bah oui, c'est mon métier. J'ai envie de dire non aussi parce que du coup, ouais, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais Et ben, le problème, ouais. c'est que c'est comme avec le Pulgasari et le Godzilla de tout à l'heure, c'est les plus improbables qui sont vrais, en fait. En oh l'occurrence, il s'agit de Comrade Kim Goes Flying, qui est célèbre pour être une première historique. C'est une coproduction avec la Belgique. ah ouais. C'est de 2012 et c'est une des premières coproductions avec un pays d'Europe de toute l'histoire de la Corée du Nord. Ah ouais. Voilà. Bah c'est intéressant à savoir. En même temps, si on avait su qu'ils faisaient des coproductions belges, Ah bah Ça aurait bon, posé moins tout de de suite on questions. aurait deviné. Hein. Voilà, c'est ça. Donc oui, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un cinéma qui est tellement loin de nous. Vous voyez, on se fait avoir. Il y a des trucs qui sonnent faux, totalement faux, et qui sont absolument vrais. C'est ça qui m'a donné l'idée de ce quiz. non, c'était très Et, bien. vu. j'espère que ça vous a plu. Ah bah c'était nickel. Mais finalement, il y a pas mal de ces synopsis qui pourraient très bien être des synopsis de films en France qui passeraient hein, finalement. Et ben là, écoutez, C'est on vrai. a 4-5 films à réaliser. Là, moi, vous me filez un peu de budget, une caméra et des acteurs qui sont pas trop nuls. On fait ça, hein. C'est parti. Moi, j'ai du temps, je suis au chômage. Bon, ceci étant, du coup, je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le cinéma coréen, justement, puisque je m'en suis abreuvé récemment. Et donc, ma chronique, ce sera l'histoire d'une rencontre inattendue avec un film, Journal d'une Nord-Coréenne, réalisé par Yang In-hak, est sorti en 2006. Pourquoi ce film? Parce qu'il est assez unique. Je vous disais tout à l'heure que l'industrie cinématographique est très fermée là-bas. Et ça, c'est un des seuls films nord-coréens qui a été distribué et visible donc à l'international. Grâce à un distributeur français, Cocorico, qui s'appelle Pretty Pictures et qui en l'occurrence porte très mal son nom puisque si vous allez jeter un œil sur le film, vous comprendrez pourquoi c'est pas spécialement beau. Oui, je confirme. J'ai voilà. regardé quelques extraits, je confirme tout à fait. C'est sur YouTube, faites-vous plaisir si vous avez envie d'une expérience un peu dépaysante. Bref, ça sort en 2006 donc, et avec un marketing qui met en avant le côté historique de la sortie, en misant sur la curiosité des spectateurs. Hein, sur l'affiche, il y a en lettres majuscules un événement de taille, Le Figaro. Vous remarquerez qu'ils disent que c'est un événement de taille, ils ne disent pas que le film est bon. Alors, ça donne quoi? Alors, comme je disais, c'est pas vraiment beau, hein. Les acteurs sont corrects, il y a quelques scènes sympas, mais on a un peu l'impression d'être dans un film qui a 30 ans de retard sur le plan esthétique. Le montage est pas très fluide, il y a des scènes d'action qui sont un peu rythmées bizarrement, bref. Heureusement que les gens là-bas ont pas le droit de voir les productions américaines pour comparer, parce que en 2006, c'est aussi l'année où sont sortis des films comme Casino Royale, Les Infiltrés, le deuxième Pirate des Caraïbes. Ça fait pas le figure à côté, on va pas se mentir. Mais à la limite, on s'en fout un peu. On peut supporter de voir un film un peu moche. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas mal le contenu. Et ça commence un peu comme un film social classique, de ceux qu'on a l'habitude de voir et qui marchent dans les festivals de cinéma. C'est-à-dire que ça se passe dans une famille assez modeste, à la campagne. On suit la fille de la famille qui est tiraillée entre sa propre vie et le fait d'aider ses sœurs et sa mère. Bref.
Sauf que ici, on a une idéologie qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir et qui s'appelle là-bas le Juche. C'est l'idéologie officielle du régime nord-coréen qui repose en gros sur plusieurs principes, je résume grossièrement. D'abord, l'autonomie, le fait que la Corée du Nord n'a besoin de personne, le peuple comme moteur du développement du pays et le fait que tout le monde doit être uni au plan national entre toutes les parties de la société dans l'effort collectif et la collaboration de tous pour créer la grande nation selon quand même un but fixé par le chef suprême, hein, on est quand même dans une dictature, rappelons-le. Oui, c'est une sorte de réalisme socialiste, sauce nord-coréenne finalement. C'est ça, sauce nord-coréenne, sachant qu'ils se sont affranchis de toute référence au précédent régime socialiste, justement. Dans leur nouvelle constitution depuis 92, il n'y a plus de référence à Marx, ni à Lénine, ni à qui que ce soit en URSS, ni en Chine. Ouais, tout donc, se perd. Hein. Ils font un peu semblant d'avoir inventé tout seul. Tu vois, un peu l'idée. Pas bête. Et donc le film, en fait, souscrit à 100% à cette idéologie, parce que oui, il y a une chose que je vous ai pas dite encore, c'est que le film est co-réalisé par Kim Jong-il lui-même. Ah ouais. Il avait donc écrit déjà un livre sur le cinéma qui a eu pas mal de succès, où il essayait d'appliquer les règles du Juche à l'art cinématographique. Et donc, ça va forcément créer un cinéma qui est très fidèle à l'idéologie officielle, mais qui en même temps de l'extérieur est assez déroutant, parce que c'est des enchaînements narratifs, par exemple, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ici. Je vous prends un exemple. Il y a une sortie scolaire à un moment, et à la pause, la fille sort son pique-nique, et elle se rend compte que sa mère a préparé un plat très basique qui trahit un peu le fait qu'elle vienne d'une famille pas très riche. Et du coup, elle en a honte, elle fait croire à ses camarades que quelqu'un a volé son sac et que c'est pas son pique-nique parce qu'elle assume pas, etc. En soi, c'est une bonne idée, parce que moi je me dis c'est une super idée de scénario, ça représente la honte des enfants de classe populaire qui sont stigmatisés par leur classe sur la base d'un élément très quotidien, la nourriture, etc. Moi je trouve ça génial. Sauf que le développement de cette intrigue, il est absurde. Elle rentre chez elle, elle engueule sa mère de pas avoir fait d'efforts pour lui préparer quelque chose de mieux, la mère s'excuse, et finalement le film valide cette lecture, à savoir que franchement elle aurait pu se sortir les doigts du cul pour faire un repas qui trahisse pas ses origines populaires. Et tout le monde est ok dans le film avec ça. Et ça prend un tour totalement surprenant par rapport à ce qu'on attendrait. Autre effet intéressant, comme le Juche est une idéologie de l'unité, il n'y a pas de conflit entre les classes sociales. C'est un des points qui est super important dans le livre, d'ailleurs, sur le cinéma de Kim. Les films ne doivent pas représenter des conflits sociaux parce que toute critique de la société serait interprétée comme une critique du régime. Et donc, le film doit se débattre un petit peu avec des injonctions contradictoires. D'un côté, c'est un drame social, donc il faut que ça se passe mal. C'est dans les codes du genre, il faut qu'il arrive des trucs nuls aux personnages pour accentuer un peu leur misère et mettre en valeur leur détermination. Mais de l'autre côté, il faut que ce soit des éléments qui ne mettent pas en cause le système, parce que ça remettrait en cause le dirigeant. Et du coup, les péripéties, c'est un peu des événements arbitraires ou de la simple malchance. Par exemple, il y a tout un truc au début du film autour des accidents domestiques. La petite sœur de l'héroïne se brûle la bouche en goûtant des bonbons de pommes de terre. Alors ça a l'air d'être un truc qu'on fait là-bas. Mais c'est pour ça, c'est vraiment toujours la faute des mères, en fait. Ah ouais, mais alors la mère, déjà, elle tient mal sa maisonnée parce que c'est qu'il y a des accidents domestiques à toutes les scènes, quoi. Alors, pareil, un peu plus tard, il y a un interrupteur qui crame sans raison apparente, et du coup, la famille est obligée de se précipiter pour arrêter l'incendie, etc. Ça leur complique la vie, mais ça débouche sur rien en termes politiques, c'est-à-dire pas de discours sur la précarité, le fait que les logements sont vétustes, etc. En fait, à chaque fois, le film freine au dernier moment pour éviter de politiser les événements. Il y a la même chose un peu plus tard aussi quand les filles espionnent les parents par la porte, et du coup, la porte s'effondre parce qu'elle est mal gondée, et du coup, ça tombe sur le chat, mais bon, heureusement, le chat va bien, il se relève, etc. Enfin bref, dans un film de Ken Loach ou des frères Dardenne, il y aurait tout un discours sur ce que c'est que le manque d'intimité dans les familles pauvres, etc. Et là, pas du tout, ça esquive totalement le sujet politique, là où on avait un thème en or pour en parler, en fait. Donc voilà, c'est un peu une contrainte idéologique, mais qui fait dévier le film du genre dans lequel il s'inscrivait. Moi, ça m'a vachement intéressé, parce que j'avais vraiment jamais vu ça. Alors à côté de ça, il y a aussi des éléments qui détonnent un peu dans l'idéologie globale du film. Par exemple, il y a un truc méritocratique très fort, avec des accents presque féministes. Une des deux filles de la famille est fan de foot, elle veut devenir footballeuse professionnelle, et toute la famille est très fière qu'elle veuille faire ça. Il y a même une scène où sa mère la regarde jouer, et elle dit « Tu vaux plus que 3 garçons ». Bon, toujours dans une logique de mérite, hein. Pour être l'égal des hommes, voire meilleur que les hommes, il faut quand même montrer sa détermination et donner le maximum, mais au moins, ça leur paraît être un rêve d'ascension sociale assez légitime de faire du sport pour une femme. Alors là, moi, je me dis, mais waouh, ça subvertit les normes de genre, ça
repense les critères de réussite entre hommes et femmes, etc. Bon, là aussi, ça s'explique. Parce que, en vrai, le foot en Corée du Nord, je sais pas si vous êtes un peu familier du truc, mais autant c'est pas trop leur spécialité pour les mecs. Par contre, l'équipe féminine de Corée du Nord, elle arrive à se maintenir plus ou moins dans le top 10 mondial depuis assez longtemps. Et si on regarde le palmarès, par exemple, de la Coupe d'Asie féminine, eh bien, c'est la deuxième équipe à avoir cumulé le plus de titres juste derrière les Chinoises. Donc, finalement, ce que moi j'ai vu comme une fulgurance féministe un peu inattendue, en fait, c'est juste un motif de fierté nationale parce que c'est l'endroit par excellence où les femmes mettent la grosse trique aux hommes en Corée du Nord. Et donc, le film le reprend un peu discrètement. Et en même temps, c'est bien. Ça nous change un peu. Que les femmes soient bonnes en foot, ouais. Ça change un peu. C'est vrai, je suis assez d'accord. Nous, à Lyon, on a l'habitude. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Un petit peu de chauvinisme au passage. Sur le foot, on peut faire qu'avec ça. Hein, mais bon. Donc voilà, à côté de ça, il y a d'autres motifs de fierté nationale. Il y en a une autre, c'est la science qui est très présente dans le film. Il y a un moment assez absurde où tous les gens du village installent une nouvelle cheminée pour remplacer une qui s'était effondrée et tout le monde saute de joie en hurlant « Vive la thermodynamique !» C'est la vraie citation, j'exagère même pas. Et là, d'un coup, tu prends 100 ans dans la gueule, tu te crois revenu dans le cinéma soviétique des années 20 avec l'éloge du progrès technique qui va révolutionner la vie quotidienne, etc. Bon, là encore, en fait, tout ça s'explique bien parce que le film sort en 2006. Est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau géopolitique en 2006? Par rapport à la Corée? Ouais, en Corée. Bonne question. Non, je saurais pas dire. Je vous le donne, c'est les premiers gros essais nucléaires de la Corée du Nord, qui met la pression au plan international en se présentant comme l'égal des Américains, des Chinois, etc. Et donc, le film sort à un moment où on vante la science qui va permettre au pays de devenir une grande nation. C'est en fait sur le côté atomique enfin, il y a des résonances très fortes avec l'actualité des armes atomiques. Bon, et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, la politique est curieusement très absente du film. Il y a quelques références discrètes à Kim Jong-il, évidemment, dans les dialogues, mais c'est tout. Et puis, les personnages vont à un moment même à Pyongyang. On s'attend à voir, alors là, des défilés militaires, des spectacles de gym avec 2000 danseuses et tout ça. Tous les emblèmes un petit peu qu'on a en tête, nous. Eh ben non, ils vont juste à la fête foraine, à l'aquarium, et c'est tout. Et basta, on revient à la campagne. Il s'est rien passé de plus. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était en gros un bon objet, justement parce qu'il était pas trop caricatural. C'est intéressant d'analyser un peu la manière dont l'idéologie va se loger dans des tout petits détails, parce que en vrai, j'aurais pu chercher un film qui va à fond dans la propagande avec des chants patriotiques, des portraits géants de Kim Jong-il et tout ça. Ça aurait pu être marrant, mais ça aurait été un peu trop facile. Et surtout, on passerait à côté d'un truc important, c'est qu'on a tendance à penser que tout ce qui se passe dans une dictature, c'est forcément de la propagande bas du front. Comme si les spectateurs étaient vraiment super idiots et se rendaient compte de rien. Alors que la réalité est un peu plus complexe. Oui, il y a une volonté d'endoctrinement, que ce soit par l'école, les médias, la culture, etc. Mais de l'autre, c'est un endoctrinement qui ne peut pas se faire de manière trop grossière, qui est obligé de passer par des voies détournées pour être acceptable, en fait, par les spectateurs de là-bas. Alors c'est pas forcément une médaille d'or de subtilité, journal d'une Nord-Coréenne, mais pour un film scénarisé par Kim Jong-il, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus frontal. Et du coup, ça m'a fait une expérience un peu inédite, qui était aussi une manière de réinterroger un petit peu mes propres présupposés sur ce à quoi ça doit ressembler un film réalisé dans un régime autoritaire. Et là, c'est le deuxième plot twist de la chronique. C'est aussi une stratégie de leur part, de laisser filtrer à l'étranger les œuvres les plus acceptables, celles qui donnent une image relativement moderne. Et c'est là où je me rends compte, en fait, que je me suis fait avoir depuis le début. C'est-à-dire que, dans un premier temps, moi, je cherchais un truc vénère à la gloire du régime. Je me retrouve avec un drame familial assez innocent en surface, et du coup, quand je vois ça, je peux même finir me dire que c'est pas un pays si horrible, en fait. Et pourquoi pas, je vais y aller. Puis d'ailleurs, j'ai des films à réaliser là-bas, donc ça tombe bien. Et je me suis rendu compte de ça, en fait, en allant enquêter sur la personne qui a publié le film sur YouTube. Le compte s'appelle Paektusan Revolutionary Army, ce qui fait référence au mont Paektu, qui est le point culminant de l'ensemble des deux Corées, donc un sommet iconique, et aussi un haut lieu du tourisme. Il paraît que les levées de soleil sont magnifiques, mais en même temps, c'est un symbole politique, parce que ça a été un haut lieu de la résistance anti-japonaise dans les années 40, et la lignée des Kim, qui gouverne le pays depuis 48, se fait parfois appeler lignée du mont Paektu. Je continue à fouiller sur la page. La description indique que c'est une chaîne YouTube dédiée à promouvoir la culture nord-coréenne et elle ajoute ceci. À mes yeux, il est absolument essentiel de connaître les deux points de vue sur une chose avant de la juger. On connaît la technique.
faire croire qu'il y a un débat, pour finalement conclure que la vérité est certainement quelque part entre les deux, et c'est un super moyen pour nuancer ou minimiser des événements graves, par exemple au hasard, un régime parmi les plus violents du monde qui pratique la torture, les travaux forcés, l'incarcération des opposants politiques, n'en jetez plus, voilà. Il y a un peu des torts des deux côtés, il y a de la violence ici et là, il faut trouver un juste milieu. Bref, on voit bien que ici, le soft power nord-coréen sur YouTube existe et essaye de faire en sorte qu'on ait une image un peu moins diabolisée du régime. Et moi, j'ai failli me faire avoir, en fait, et je ne doute pas qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être finir par nuancer un petit peu leur image un peu, diabolisée, forcément, de la Corée du Nord. À juste titre, hein, diabolisée, quand on connaît ce qui se passe là-bas. Mais ça peut être intéressant que ça passe par les films. Et du coup, pour ouvrir un petit peu le débat, je voulais vous demander, est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on puisse voir plus de films comme ça en Europe, qui viennent de pays apparemment très fermés, quasiment autarciques, ou alors est-ce que vous trouvez ça un peu malsain de regarder ça parce que ça risquerait justement de cautionner ou de dédramatiser un régime très violent et autoritaire ? C'est forcément intéressant, c'est forcément bien de pouvoir d'y avoir accès. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que il faudrait pas y avoir accès avec une certaine mise en contexte avant ou après? Que ce soit peut-être pas non plus distribué comme ça dans toutes nos salles en France et que on se fasse tout savoir, parce que je pense que même les esprits les plus politisés se font très facilement avoir avec le cinéma. On sait bien que c'est quand même un gros outil de propagande et que même si on se croit plus malin que tout le monde parce qu'on a vu beaucoup de films ou parce qu'on connaît un peu la politique, on se fait facilement avoir sur des choses. Non mais t'as raison. En plus à gauche on aime bien la recontextualisation, c'est vraiment un truc important. Je suis assez d'accord. C'est vrai que si en même temps ne jamais les voir. En même temps, je pense que les voir, ça peut nous apporter quelque chose aussi, hein, ça peut apporter une autre vision, etc. Et après, voilà, c'est vrai que les voir sans aucune mise en contexte, on peut se faire avoir aussi. Ouais, c'est une question intéressante, mais ouais, c'est pas si simple. Oui, non, forcément, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que la question de la recontextualisation est essentielle, à plus forte raison si c'est des films qui émanent d'entreprises de production qui sont nationalisées, ce qui sous-entend assez clairement il y a des red flags films de propagande, forcément. Ah bah forcément il y en a partout, oui. Vous aviez quoi comme présupposé, vous, sur la Corée du Nord avant qu'on en parle, qu'on fasse un peu des recherches là-dessus et tout pour l'émission? Moi j'ai regardé les premières 10 minutes du film dont t'as parlé, qui est donc sur YouTube. J'ai pas réussi, j'avoue, à faire plus. Franchement, bravo à toi. Non, c'est déjà pas mal. Et j'ai été très marqué, mais de façon très bête, par dans les 10 premières secondes, là, une des gamines a un cartable Mickey Mouse. Et je sais pas, c'est dans les images que j'avais de la Corée du Nord, c'était interdit d'avoir des cartables Disney, quoi. Donc, voilà. Comme quoi ils sont plus tolérants que son l'impression. C'est ce qui m'a frappé dans les 10 premières secondes du film. Moi, c'est plutôt l'impression qu'en fait, on parle beaucoup, quand on s'intéresse au cinéma, on entend beaucoup parler du cinéma de Corée du Nord, mais finalement, on voit presque jamais de films. Moi, très sincèrement, là, parce que j'y ai pas vraiment réfléchi, je vous avoue, avant l'émission, je pense que j'ai jamais vu un film de Corée du Nord, et de fiction, en tout cas. Et c'est vrai que, voilà, on entend beaucoup parler de ce cinéma-là, et finalement, on le connaît pas du tout. Donc, oui, c'est un peu peut-être le cliché que j'aurais, c'est que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, qui seraient justement, hyper intéressantes à analyser et à remettre dans leur contexte, etc. Mais finalement, on n'y a pas accès, quoi. Donc, en tout cas, il faut vraiment aller rechercher, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais jamais vu une seule image produite là-bas de cinéma. Ça, c'est clair, avant de faire cette émission. Moi non plus. C'est pour ça que ça m'a intéressé. C'était une vraie expérience, quoi. Ça, qui te force à réfléchir à ce que tu attendais de ce genre de film. Est-ce qu'on a vu des films aussi de propagande sans s'en rendre compte, pas forcément de pays dits en dictature, et voilà, très certainement, on a certainement vu plein de films qui nous imposaient je parle de films très politiques, hein, pas. Puis au-delà de la dictature, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise propagande? Moi, quand c'est Eisenstein, par exemple, ça me dérange pas du tout. Oui. De regarder des ouais, films c'est aussi parce qu'on sait qu'Eisenstein, il avait une espèce de vision un peu idéalisée du communisme qui était pas du tout celle de Staline à l'époque. D'ailleurs, ça a pas mal frité entre les deux. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'accepte plus facilement, parce qu'il était en rupture avec ce régime autoritaire
autoritaire sous lequel il était. Oui. Et puis, actif. Puis il n'y avait pas trop encore c'est pas vraiment du réalisme socialiste, c'est sûr. En tout cas, on gagnerait peut-être à en voir plus avec une bonne contextualisation derrière. Nos experts sont arrivés à cette conclusion dans cette émission. En tout cas, on verra plus de films nord-coréens. On se fait une petite soirée bientôt où on regarde Pulgasari tous ensemble. Ça vous va? Ah bah. Pulgasari, c'est Avec exactement plaisir. ce que j'allais dire. Il faut le trouver et le regarder, bien évidemment. Voilà, j'essaierai de le trouver, je vous tiendrai au courant de mon enquête. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cette petite chronique. On arrive un petit peu à la fin de l'émission, hein. Ça fait un petit peu pleurer, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. En ouverture, est-ce que vous avez d'autres conseils, des films, des livres, des BD qui parlent d'une manière ou d'une autre de dictature, qui permettent d'avoir des âmes pour en parler, ou d'en rire, ou de ce que vous voulez? Là, c'est le moment de tout lâcher, donner les choses que vous aimez. Je sais que Robin voulait parler de Écho d'un sombre empire, le film de Werner Herzog sur Bokassa, donc le charismatique empereur de la République centrafricaine. Mais moi, je l'ai pas vu, et puis comme il est pas là, on pourra pas en parler. Je l'ai pas vu non plus. Pourtant, j'aime beaucoup Herzog, mais voilà, encore un note dans la liste. Ça y est. Sinon, autre chose? Je connais beaucoup moins l'Asie, l'Afrique, ou même les documentaires ou les fictions européennes. Mais effectivement, sur l'Amérique latine, il y a énormément de choses à voir, autant en documentaire qu'en fiction, sur les dictatures, d'Uruguay, du Brésil, de l'Argentine, du Chili. Enfin bon, je vais pas faire la liste de toutes les dictatures qu'il y a eu en Amérique latine ces dernières années. Ouais. Mais en tout cas, voilà, comme tout à l'heure tu disais, Raphaël, par rapport à Pino Solanas, par exemple, en Argentine. Il y a aussi Fernando Birri en Argentine. Il y a Glober Rocha au Brésil. Et puis au Chili, voilà, moi, je pourrais vous en faire une liste infinie, mais il y en a énormément aussi, voilà, qui ont parlé donc il y a Ignacio Agüero, par exemple, Carlos Flores. Enfin, je vais pas vous faire la liste, mais il y en a beaucoup des réalisateurs qui ont souvent justement tourné dans des conditions dangereuses ou d'exil, et du coup, ou dans la clandestinité. Enfin bon, voilà, c'est pas seulement un film, c'est aussi un peu un acte de résistance, parce que souvent ils se mettaient dans vraiment des situations extrêmement périlleuses pour eux et pour leur équipe, et du coup c'est quand même voilà, c'est vrai que c'est quand même un acte de courage d'avoir créé toutes ces choses-là à ce moment-là. Allez donc voir tout ça. Aurel, un petit conseil, un drop? Moi, je vais rester en Europe et je conseillerais un film d'un cinéaste grec qui s'appelle Théo Angelopoulos. Donc, un film de 95 qui s'appelle Le Regard d'Ulysse, et c'est vraiment le film auquel je penserais directement par rapport à un thème cinéma et dictature. Angelopoulos, il s'y connaît en dictature puisqu'il commence sa carrière en Grèce au début des années 70, et en Grèce, un peu comme en Espagne, en fait, avec Franco. Il y a un coup d'état militaire, je crois que c'est en 67 ou 68. Donc, c'est ce qu'on appelle la dictature des colonels, qui va se poursuivre, encore une fois, un peu comme en Espagne, jusqu'en 74. 74. C'est celle qui est visée dans Z de Costa Gavras, pas Z, le Z de maintenant, là, qu'on voit partout, mais l'autre. Oui, un autre Z. Exactement, oui, c'est celle-là. Donc c'est vraiment, voilà, donc Angelopoulos, c'est une œuvre sur l'exil, enfin c'est vraiment travaillé par la question du manque de liberté, de l'oppression, de la recherche de liberté, de l'exil. Voilà, donc il y a plein de réflexions sur l'histoire, sur le cinéma, sur la politique. Voilà, chose qui nous intéresse, me semble-t-il. Très beau teasing. Allez voir ça, allez voir le film de Théo Angelopoulos. Pour ma part, je vous conseillerais, juste avant de partir, les BD de Guy Delisle, un auteur de BD québécois, et notamment celle qui s'appelle Pyongyang, qui raconte son voyage en Corée du Nord, où il était là-bas pour superviser une série d'animation. C'est passionnant, comme pas mal de choses qu'il écrit, ce monsieur, et ça nous montre aussi un versant qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le fait que il y a pas mal de dessins animés qui sont sous-traités en Corée du Nord, parce qu'il y a un vrai savoir-faire là-bas. Notamment, j'ai appris que Gandahar de René Laloux avait été intégralement réalisé en Corée du Nord. Et René Laloux, moi, c'est très cher à mon cœur, parce que c'est l'auteur en 82 des Maîtres du Temps, qui est peut-être un de mes dessins animés préférés de l'histoire, qui est très très poétique et très beau. Donc voilà, ça me donne une petite occasion de mettre son nom dans vos oreilles. Avant de se quitter, où est-ce qu'on vous retrouve tous les deux, Aurel? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a bien aimé ce que tu nous as dit aujourd'hui? On me retrouve pas, vous pouvez taper mon nom.
et Ouais. peut-être trouver des articles que j'ai écrits. C'est bien, s'il y en a qui veulent se confronter à une autre forme. Notamment un article où je développe mes histoires de Pietà et d'Arrabal et de Guernica. Ah bah c'est top ça. On ira voir ça. C'est le titre, c'est La Pietà de Guernica. Ah bah tout simplement. Tout simplement. Voilà. Allez chercher ça. On peut te trouver sous quel nom du coup? Aurel Rotival. Ok. Voilà. La Pietà de Guernica, Aurel Rotival. Quant à toi, Sam, où est-ce qu'on te retrouve? T'as de l'actualité en ce moment? Donc du coup bah moi j'ai la chaîne YouTube qui s'appelle Vidéodrome, mais c'est vrai que si on cherche ça sur YouTube, on tombe sur le film de Cronenberg, donc ce n'était pas du tout un choix judicieux Bah, voilà. de nom. Donc vous pouvez chercher Vidéodrome Coquet, donc qui est mon pseudo, et là-dessus je parle de cinéma et de sciences sociales. Et effectivement la prochaine vidéo du coup sera les prochaines vidéos, même 3 vidéos, avec Clémentine de Cinéma et Politique qui est intervenue dans cette émission, et ça parlera des documentaires sur le travail. Donc ça va encore être joyeux. On a bien hâte de voir ça. De mon côté, rien de nouveau personnellement, mais je vous redonne quand même un petit peu les réseaux sociaux du podcast Une Invention sans Avenir. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, et je dirais surtout sur Twitter. On est assez actifs là-dessus et on poste régulièrement des petites analyses de films en bonus entre les différents épisodes, souvent sur le thème de la dernière émission. Donc voilà, allez voir ça si vous avez envie d'avoir un petit peu de contenu additionnel. Et puis suivez-nous aussi parce qu'on prépare une surprise un peu spéciale pour les fêtes de fin d'année ou peut-être pour le mois de janvier. Donc suivez-nous sur les différentes plateformes pour être informés de la suite des événements. Sur ce, merci énormément à vous deux d'avoir joué le jeu de cet épisode, d'être venus nous parler à l'antenne de tous ces sujets passionnants. On n'aura pas fait le tour en 2 heures là, mais on en reparlera une prochaine fois. Ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir tous les deux, des nouvelles voix. J'espère que ça vous a plu. Et merci à toi. C'est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'était un plaisir. Et je pense que Robin est en train de se retourner dans son pseudo-sommeil sur une vieille banquette de clinique à Montréal, de ne pas être là. Donc on lui fait évidemment des gros bisous. Envoyez-nous des cœurs pour lui sur les réseaux sociaux. Ouais, grosse pensée. Merci à tous les deux et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Une Invention sans Avenir. À plus tout le monde. Aujourd'hui s'est installée dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Allez! Je suis pourri! Je suis lépreux! Encore! Attendez, non! Ne partez pas! Mais que les moines restent au moins! Allez! Vas-y! Encore!